La conférence qui vous est proposée ce soir avait pour titre originel « Choisir, c'est créer ». Et le sous-titre, c'est ce que vous avez comme la coiffure de ce soir, c'est-à-dire le pouvoir des petits gestes. Donc, c'est une conférence qui a pour intention de faire des liens entre les choix que l'on pose et la vie que l'on crée, finalement. Mais avant de se prêter à l'exercice d'entendre un conférencier, je vais vous demander de vous prêter un exercice avec la feuille qu'on vous a distribuée. Écoutez attentivement les instructions. C'est un jeu, hein? Ce n'est pas une obligation. Donc déjà au départ, vous êtes autorisé à ne le faire ou pas le faire, c'est comme vous désirez. Regardez bien ce que vous avez devant les yeux. Et je vous demande de relier tous les points qui sont là avec 4 lignes droites, avec la consigne suivante, de façon à ce que votre stylo ou votre plume ne décolle pas du papier. Donc, 4 lignes droites pour relier toutes les lignes, non, tous les points, 4 lignes droites pour lier tous les points, avec la consigne de ne pas décoller votre stylo du papier. Si vous connaissez le jeu, soufflez pas la réponse au voisin. Gardez ça pour vous, je vous donne une petite minute. C'est pas un test, hein? C'est un jeu. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur vidéo, j'ai distribué aux gens une feuille dont j'aurai sans doute un exemplaire dans quelques secondes. Plein cadrage, voilà. Voici la feuille. Un jeu que vous pouvez faire à domicile. Il s'agit de tracer et de relier tous les points avec 4 lignes droites, mais sans jamais relever le stylo de la feuille. Voilà. Est-ce qu'il y a des éclairs de génie? C'est pas une attrape, hein? C'est vraiment, je vous donne encore une fois la consigne, au moyen de 4 lignes droites, vous reliez tous les points, mais sans jamais relever votre stylo de la feuille si vous commencez à tracer. C'est bon? Il n'y a pas de temps limite, au sens que ce n'est pas un test vrai ou faux. Est-ce qu'il y en a qui ont des éléments de réponse visuelle qui pourraient être montrés aux autres? Il n'y a pas de mauvaise copie, vous ne serez pas coté. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ici, vous, là-dedans? Qu'est-ce que vous voyez en ce moment-là, sans penser? Qu'est-ce que vous voyez? 9 points. 9 points. OK. C'est tout? Carré. OK. Un élément de solution. Un élément. Et pour ceux à la maison, il y a 4 lignes droites qui relient tous les points, mais on est sorti du carré, qui est un carré imaginaire. C'est votre cerveau qui a construit le carré. C'est votre mécanisme de perception qui a vu une forme où il n'y avait que 9 points. Tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a 9 points, vous les reliez par 4 lignes droites dans un jet continu, si vous voulez, sans jamais relever la plume. Vous voyez ce que ça donne? Rassurez-vous, quand j'ai été exposé à l'exercice moi-même au départ, j'ai fait comme tout le monde, j'ai vu un carré. Pourquoi je vous fais cet exercice-là? C'est pour vous décadrer. Perceptuellement, c'est comme ça que l'on le sait en psychologie de la perception, le cerveau et ce qui utilise le cerveau, c'est-à-dire notre esprit, complète toujours. Hein? On a toujours 3 points de suspension dans la vie, puis on complète toujours les réponses. On voit des schémas, mais en fait, on les projette. Le cerveau est habitué à compléter. C'est un créateur de patterns. Hein? Notre esprit cherche toujours à faire du sens. Ici, le sens, c'est une forme qui, parce que les points sont équidistants, on a vu un carré. Mais dans les faits, on peut voir tout simplement
3 rangées de lignes, etc., des colonnes. La solution n'était pas à l'intérieur du cadre que vous avez imaginé, c'est-à-dire le cadre étant le carré. La solution est de sortir du cadre. Littéralement, les mêmes points sont là, mais on part une ligne droite à l'extérieur. Voyez-vous? C'est tout le jeu de la créativité, en fait. Comment sortir du cadre? Comment se rendre compte que dans nos vies, on projette dans le monde extérieur nos schémas mentaux, nos a priori, pour prendre des mots compliqués, nos croyances, nos idées toutes faites, finalement. Comment on les projette dans la vie de tous les jours? Et comment on se raconte des histoires? Là où je veux en venir pour commencer, c'est que dans la dynamique de ce soir, choisir, c'est créer, c'est de voir un peu quels sont les choix fondamentaux, les choix importants, et comment on peut choisir de sortir de nos habitudes perceptuelles, nos habitudes de pensée, nos choix habituels. Alors, dans la vie, il y a des choix importants. Il y a des choix importants comme se marier, divorcer, changer de carrière, assister à la conférence de ce soir. Ça, c'est important. Mais il y a des choses qui sont encore plus fondateurs que ça. Ce sont les choix fondamentaux. Ce qui détermine, c'est un peu comme le terreau, l'endroit où on va semer les choix importants. Je les appelle les choix fondamentaux. Donc, les choix importants, les orientations de vie, carrière, etc. Mais la façon qu'on va s'embarquer dans ces choix-là est déterminée par d'autres couches, d'autres cadres cachés, que je vais appeler des choix fondamentaux. Il y en a 3 grandes familles. Il y a les choix que l'on fait de comment on va se percevoir, quelle image de soi on va se choisir. Donc, c'est la perception de soi-même, première grande famille. Deuxième famille de choix fondamentaux, quelle vision j'entretiens de l'univers? Est-ce que c'est un univers qui fait du sens ou c'est un univers qui est déterminé par le hasard, la nécessité? Ça va orienter mes choix de vie. Un exemple très concret. Si j'imagine qu'il y a juste une vie à vivre, que je suis qu'une espèce de sac de peau qui est limité à mon corps physique, ça change mes orientations dans la vie. Si j'ai la perception qu'il n'y a pas de lendemain, no future, ça va déterminer mes choix importants dans ma vie. Mais les fondements, vous me suivez, comme une église, comme une cathédrale, il y a des fondements fondamentaux, puis dans ce cadre, ce terrain de jeu-là, on fait des choix importants. Allons à la source des choix fondamentaux. Donc, deuxième grande famille, c'est la vision que l'on entretient de l'univers. Quelle vision du monde on a, autrement dit. L'autre grande famille des choix fondamentaux, c'est quelle relation on va entretenir avec la vie. La vie au sens général, la vie de nos relations. Donc, on se résume. Perception de soi-même, quelle vision du monde, quelle relation avec la vie. Pour les fins de l'exercice de ce soir, je vais mettre le foyer sur la perception de soi-même. Dans la formule d'atelier, on va explorer toutes les directions des 3 choix fondamentaux, mais ce soir, je vais vraiment mettre l'accent sur la perception qu'on a de nous-mêmes et voir que la façon qu'on va se percevoir est un acte d'auto-création. Qu'est-ce que je veux dire? Jusqu'à maintenant, dans votre vie ici, il y a des âges différents présents ce soir, il y a des gens de différentes origines, mais vous avez tous quelque chose en commun. Le moi que vous êtes construit, toute personne est en fait une histoire. En psychologie, on dit le moi est une biographie. En anglais, on dit « the self is a story ». Vous êtes une histoire. Ce que vous êtes en tant que définition de votre identité, c'est les histoires que vous êtes racontées sur vous-même. Pas que vous vous racontez des histoires au sens de fabuler, quoique, des fois. C'est-à-dire que le récit de vie, la version que vous avez arrêtée à ce moment-ci, aujourd'hui, ça correspond à votre biographie. Vous avez choisi d'interpréter comme un acteur-interprète le passé. Vous l'avez arrêté, votre passé, vous lui avez donné un sens. Vous vous êtes arrêté
jusqu'à ce jour, à une certaine image de vous-même. Me suivez-vous? Pas complètement. Hein? Le moi est une histoire. Ce que je suis en train de faire, c'est vous sortir du cadre. Donc, c'est normal que vous soyez un petit peu désorienté. Je suis un petit peu en haut, là. La flèche en haut. Changer la perception qu'on a de soi-même, ça ne veut pas dire fonctionner dans les mêmes ornières, dire, bon, ben, je passe du point 1, 2, 3, ou de la rangée du haut à celle du bas. Le mouvement de la psychopop ou du développement personnel souvent fonctionne dans des cadres qui tournent en rond. On ne remet pas en cause les présupposés. On voit des carrés, puis on essaye de faire le meilleur avec le carré. Un exemple précis, la littérature de la motivation personnelle. On vous enseigne comment être plus en santé, un meilleur amant, comment faire de l'argent, mais on ne remet pas en cause les fondements dans lesquels le monde opère. Quand on se définit, quand on s'autorise à se voir différemment, à se percevoir différemment, on peut aussi changer notre version. On peut changer notre vie en rétroactivité. Qu'est-ce qui se passe dans une thérapie réussie, sinon que, avec une aide habilitante, on va changer un traumatisme qu'on a connu, on va lui donner un autre sens, on va le recadrer. Donc, le passé, là, tout votre passé ici n'existe pas, sinon autrement que sous la forme d'une mémoire. Et qu'est-ce que c'est que la mémoire, sinon une histoire personnelle? Vous savez bien, des jumeaux peuvent vivre la même vie, dans la même famille pendant 12 ans, ils n'ont pas la même histoire de vie. Donc, la mémoire est un processus de sélection naturelle pour faire du sens personnel. Ce que vous êtes, autrement dit, ça peut changer dans la mesure où vous autorisez, comme l'auteur d'une histoire, de prendre d'autres sillons, de sortir des sentiers battus, de réinterpréter votre vie pour ce qu'elle a été. On peut changer son passé, en fait, parce que le passé existe comme mémoire. Vous me suivez-vous? Ce n'est pas un exercice, une vue de l'esprit, là. C'est un processus libérateur. Il y a des gens qui ont vécu des abus, mais qui l'ont interprété différemment. Ils ont trouvé un autre sens. Ils ont été victimes, mais ils ne sont pas devenus des victimes. Le sens a été différent. Un même traumatisme subi par deux personnes au même lieu ne sera pas vécu de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il y a un interprète, il y a une personne qui a des attitudes, qui a un répertoire de choix. Et c'est ça qui fait que, on va parler tout à l'heure, qui fait que choisir, c'est créer, ça veut dire, ce qui nous arrive, ce sont des circonstances de vie. Mais une circonstance, c'est rien. C'est vous qui en faites un événement. Comment une circonstance devient un événement personnel? C'est le sens que vous allez lui accoler. Circonstance arrive ici, vous frappe, vous atteint, vous rejoint, vous touche. Qu'est-ce que vous en faites? Quel sens vous lui collez à cette circonstance pour en faire un événement dans votre vie personnelle? Tout ça, c'est une traduction que vous allez faire. Et ça, cette traduction, cette interprétation, comme un acteur interprète un rôle, va être fonction de votre répertoire de choix possible. Vous me suivez? Un peu? Beaucoup? Je vais prendre un exemple de l'extrême, j'aime bien le citer. Je pense que j'en ai parlé à la fin de la conférence il y a un mois, pendant la période de questions. C'est un psychiatre autrichien, Viktor Frankl, qui, dans les années 30, a été interné dans un camp de concentration. C'était déjà une sommité dans le monde de la psychiatrie, c'était déjà un homme très reconnu. Et il se retrouve dans les conditions de survie extrême. Imaginez le portrait, on va faire un saut dans l'imagination puis dans le passé. Imaginez l'horreur, vous êtes à 5 heures du matin, debout pour l'appel des noms, l'appel des présences. Vous êtes sorti de force par les hurlements des gardes d'un camp d'internement, de concentration. À 5 heures du matin, vous êtes un peu déjà hébété de fatigue, fourbu, rachitique,
Vous êtes nus, sous la pluie ou le froid, on gèle. Les gens sont rasés, ils ont que la peau sur les os. Il y a des chiens qui passent dans les rangs pour encore terroriser les gens qui sont là. Il ne vous reste rien. Il ne vous reste rien. Vous n'avez plus de statut professionnel, vous n'avez plus de vêtements, vous n'avez plus d'image, vous n'avez rien, rien. Qu'est-ce qui reste? L'insight de Frankl, c'était de se rendre compte, il me reste mon attitude. Je ne contrôle aucune des circonstances. C'est un cas extrême, on s'entend. Mais ce que je fais de ces circonstances, c'est mon choix. Lui, dans son cas, a décidé de trouver du sens dans ce qui arrivait et d'aider ses compagnons d'infortune au point tel qu'il était même consulté par ce qu'on appelle les capots, c'est-à-dire les prisonniers qui étaient des collaborateurs des nazis. Il était tellement impressionné par son exemple qu'il lui demandait conseil. Ce gars-là s'en est sorti. Il y a des histoires dans son fameux livre qui raconte des histoires extrêmes, où le sens pour lui de s'en sortir, c'était de témoigner de ce qu'il avait appris pour les générations futures. C'est comme ça, des fois, quand il revenait le soir, je pense qu'il y a un exemple qu'il a raconté il y a quelques années dans une conférence aux États-Unis, il revenait un soir, fourbu, là, vraiment les travaux forcés, en dehors du camp. Et comme beaucoup de fois, il y avait des gens qui ne faisaient pas la route du retour, tombaient dans le fossé, puis après 2-3 aboiements, où l'aboiement, ce n'était pas nécessairement un chien qui le faisait, c'était un Allemand, bien, ça se finissait par une balle dans la nuque ou une balle dans la cervelle. Ça lui est arrivé un soir de tomber comme ça sous le bas fossé. Et il savait très bien, il avait vu ses copains partir comme ça, qu'il lui restait quelques secondes à vivre. S'il ne se levait pas, c'était fini pour lui. Mais il était mort de fatigue, avant d'être mort pour le vrai. Et il raconte un événement où ça lui arrive, il tombe dans le bas fossé. Il entend le hurlement du garde qui lui donne un avertissement. Et tout à coup, il lui vient une vision, il s'imagine qu'il doit témoigner de ce qui lui arrive, il doit en parler. Il s'imagine qu'il parle à des gens. C'est ça qui lui donne la force de se lever. C'est son imagination. Et de peine et de misère, il se remet à genoux, quelqu'un vient l'aider, je pense, et il rentre au camp. Éventuellement, il a été libéré. Il a écrit un livre qui s'appelle « Man's Search for Himself », qui est traduit, je pense, « L'homme à la recherche de lui-même ». C'est publié au Québec il y a quelques années, à peu près 45 rééditions. Donc, lui, c'est une expérience de l'extrême, où j'en viens au propos de ce soir, où, dans des circonstances extrêmes, il en a créé un événement qui faisait du sens. Donc, imaginez une ligne qui s'appelle « circonstance », qui frappe une sphère qui est vous, avec tout votre registre psychique, toutes vos ressources, tous vos choix possibles, toutes vos attitudes, et vous créez un événement personnel avec ce que vous avez décidé, vous avez choisi de faire d'une circonstance. Pour jouer sur les mots, vous connaissez en grammaire les compléments de circonstance, bien, le sujet que vous êtes, que je suis, et le complément qui fait du sens avec les circonstances. Frankl a choisi de créer du sens. Il écrivait des petites notes sur des bouts de parchemin, bouts de papier, puis il mettait ça dans ses poches, puis c'est devenu son livre. Bon, c'est pas tout le monde qui a des traces tangibles comme des livres, et beaucoup s'en sont sortis. Donc, cet exemple de l'extrême nous ramène à nous qui, j'espère, ne vivons pas l'extrême dans la vie de tous les jours, mais qui pouvons nous rappeler ceci, c'est en fait ce que j'aimerais bien transmettre ce soir, c'est qu'en toutes circonstances, j'ai un choix. C'est là qu'on entre dans le monde de la possibilité, en fait, versus le monde des habitudes. Le monde des cadres vus et perçus, puis le monde du recadrement et de sortir du cadre. Dans le fond, on peut se poser déjà la question, quelle sorte de moi je veux être, quelle sorte de vie je veux vivre, puis dans quel monde je veux vivre. Je fais une petite parenthèse. Il y a combien de personnes ce soir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14? Ça m'inclut, ça? Moi, je suis une personne, donc on va dire 15. Il y a 15 mondes ici ce soir.
y a 15 personnes, il y a 15 mondes. Quand on fait de la communication interrelationnelle, vous le savez, dans des chicanes de couple, personne ne connaît ça, hein? On ne vit pas dans le même monde. On peut prendre ça littéralement. Vous partagez un même espace, mais vous ne vivez pas dans un même monde. Vous, monsieur, n'avez pas la même histoire que madame. Je n'ai pas la même histoire, même si j'ai vécu 12 ans avec mon ex, disons. On ne vit pas dans le même monde. Tout le truc de la communication, c'est d'entrer dans le monde d'autrui. C'est de faire une intersection avec deux mondes, comme deux sphères qui se rencontrent. C'est jamais prendre l'autre pour acquis. C'est essayer toujours de comprendre quelles sont ses prémices, quels sont ses présupposés, qu'est-ce qui projette l'autre. Parce qu'on sait que dans la communication, il y a énormément de distorsions, de malentendus. C'est normal. Il y a deux personnes qui parlent deux langues différentes. Les mots ne veulent pas dire la même chose parce que les passés et l'interprétation est différente. Dans quel monde voulez-vous vivre? Ça veut dire sortir du connu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Krishnamurti? Il y a un livre qui s'appelle « Se libérer du connu ». Bon, comment on se libère du connu? Pas facile. Tout le monde, moi-même, j'ai vu un carré. Mais une fois que vous avez vu ça, ça aussi, on l'enregistre. Une fois qu'on a entrevu le nouveau, on fait comme « Ah! » C'est une question d'exercice, en fait. Comment, au quotidien, être en état d'observation puis voir les schémas qu'on projette dans nos choix. Alors, rentrons dans le plus concret. Une fois qu'on a changé de cadre, j'espère un petit peu, je vous ai un peu décadré, j'ai donné les catégories des choix fondamentaux. J'ai dit que j'allais parler surtout des choix par rapport à la perception que l'on crée de soi-même, notre identité, qui est un acte d'autocréation. Si je me vois comme une personne incompétente, je prends un exemple concret. Je cherche une job, je cherche un emploi. Bon. Puis ça ne marche pas, je tourne en rond. Puis dans ma démarche, je fais juste regarder ce que je ne peux pas faire. Je mets l'accent, je grossis le trait, là, mais pour faire comprendre. Je mets l'accent sur mes faiblesses. Je vais développer une image de moi comme étant une personne incompétente. Qu'est-ce que je veux créer avec ce cercle vicieux? Je pars, incompétence. Je vois toutes mes incompétences, j'essaie de développer mes faiblesses. Ça ne marche pas trop bien. Je suis dans un milieu où je suis faible. J'ai des comportements qui vont me renforcer la perception ou le choix que j'ai fait de me voir comme incompétent. Donc, je développe une croyance. Une croyance, c'est comme une idée de force, une idée qu'on a maintes fois répétée. Comme à un moment donné, on passe un râteau, puis on crée un sillon. Puis là, on a créé un sillon dans notre tête, on dit, ben, je suis un incompétent, moi. Je n'arrive pas à trouver de job. J'arrête de me développer, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on a posé un regard au départ sur soi en sélectionnant par notre attention les choses qui ne vont pas. Puis dans la réalité, ben là, tu vois, j'ai raison. Regarde, ça ne marche pas. On confirme les croyances qu'on véhicule à l'intérieur. On projette des cadres, on projette des carrés, on projette nos incompétences, on les reconnaît. Et on crée des expériences qui vont confirmer ça. Quel monde choisissez-vous? Dans quelle vie voulez-vous évoluer? Va être fonction de quelle perception de moi-même je vais cultiver. Là, on va parler d'une loi, on va dire, métaphysique, qui est méta, derrière le monde physique, mais qui fait opérer ce monde physique. C'est une hypothèse que je vous propose, que je partage avec vous. Ce sur quoi on se concentre augmente. Je me fais mal au doigt, je m'écrase un orteil. Si je ne fais que penser à mon orteil écrasé, je vais être dans ma douleur. OK? C'est un petit exemple de comprendre cette loi. Ce sur quoi je me concentre augmente. Ce sur quoi ma pensée focalise va se développer. Comprenez-vous pourquoi c'est un maudit cercle vicieux? Tous ces livres qui vous disent comment essayer de développer vos faiblesses, effectivement, ils vont les développer, plutôt que de tabler sur vos forces.
Pour devenir une personne et se percevoir comme une personne compétente, on développe ses forces. Pas perdre sa vie à développer ses terres ou racheter ses terres. Est-ce que je fais du sens? Regardez, là, ça c'est une autre conférence qui vient au mois d'avril, Guérissez-nous des thérapies, mais vous avez un aperçu. Comment se fait-il qu'à certains moments, si on s'enferraille à vouloir guérir ces bobos psychiques, on ne fait que les augmenter? À un moment donné, il faut changer de cadre. Il faut cesser de se voir comme une victime ou un résultat d'un passé qui ne nous a pas convenu ou qui a été traumatisant. Il faut faire un choix, il faut sauter de cadre, changer de cadre. Donc, le saut qui est demandé ce soir, c'est vraiment de sortir du connu puis se prêter à un jeu de la création. Tout dans notre éducation, à peu près tout dans les médias, sauf des médias dits alternatifs ou parallèles, tout dans la couverture journalistique, médiatique commune, ce n'est pas le fait d'une conspiration, mais tout tend à nous faire croire qu'on est insignifiant, qu'on a peu d'influence sur le monde, qu'on est écrasé par les événements dont on nous parle à la télé. Les choses nous dépassent, la guerre se déclare là-bas, on ne peut rien y faire. Toute l'attention, c'est un choix. C'est un choix de conscience des chefs de pupitre aux nouvelles, c'est un choix des médias. Ils donnent aux gens ce que les gens demandent, ils donnent aux gens ce qu'ils pensent que les gens demandent, jusqu'à temps que des fois il y a des ajustements, puis des gens demandent autre chose, puis il se crée d'autres médias. Tout l'esprit qui nous est un peu envoyé dans le contexte culturel qui est le nôtre, c'est de dire on ne peut rien faire, c'est insignifiant ce qu'on peut avoir comme action sur le monde extérieur. Ceux qui ont fait de l'université, qui ont survécu psychiquement à l'université parfois, surtout dans le champ des sciences sociales, on va dire, psychologie, sociologie, maintenant la psychogénétique, tout est en train de nous dire on est déterminé par notre passé, par notre éducation, notre culture. Maintenant, c'est nos gènes qui sont assez gênants pour nous déterminer dans tout, etc. Si on regarde entre les lignes, puis dans les lignes, on est un fatras de conditionnement. J'exagère à peine. J'exagère à peine. Comment là-dedans se positionner comme une personne qui a un libre arbitre réel et qui peut faire une différence dans la vie? Dans sa vie, pour premièrement, et dans la vie sociale autour de soi. Le pouvoir des petits gestes est possible quand on s'autorise à aller dans la marche, de sortir du texte qui est écrit par les médias, par notre héritage, notre éducation, notre conditionnement, puis de dire, à chaque instant, c'est le moment. Vous connaissez un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Je vais le transposer d'une autre façon, beaucoup plus concrète et moins mystico. Il n'y a que du pouvoir que dans le présent. À chaque moment, on peut prendre une décision qui change notre vie. Le pouvoir n'est jamais dans le passé. Le pouvoir n'est jamais dans autrui. Le pouvoir authentique est toujours en soi, dans la mesure où on utilise ce pouvoir pour vivre une vie authentique, qui est en accord avec nos aspirations, avec nous-mêmes. Mais on entre ici dans différents types de choix. Parce que, effectivement, choisir, c'est créer. Mais des fois, on crée par défaut, on choisit par défaut. Exemple, si je vous insultais, madame, je suis sûr que vous auriez, moi en tout cas, si on m'insulte, ça fait sortir le petit Canadien assez vite. Et j'ai tendance à être vif, à rétorquer. La plupart du temps, si on insulte quelqu'un, la plupart du temps, la réponse usuelle, ça va être du tac au tac, ou la personne va se retirer si elle est timide. Les choix dits inconscients, c'est des choix qui sont automatiques, prévisibles, réactifs. Je prends l'exemple des gens qui vivent en couple depuis des années. L'autre réussit toujours à les presser nos petits boutons. Chercher, elle vient nous chercher. Il vient nous chercher. Ils nous connaissent par cœur, ils connaissent tous nos boutons inconscients, puis comme... Ça, c'est un choix par défaut. C'est un choix réactif. Pour éventuellement mener une liberté de choix, il faut prendre conscience de ces conditionnements. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas y accorder trop d'attention au conditionnement. Il faut juste en prendre conscience, le tasser
puis choisir autre chose par sa volonté. C'est ça la fine nuance entre prendre tellement conscience de ses conditionnements qu'on est appesanti puis qu'on est écrasé, genre on fait une psychanalyse pendant 15 ans, puis on connaît tous les méandres de son malheur, mais on ne sait pas construire son bonheur. Changer de cadre, changer de paradigme, pour prendre des mots de scientifiques, changer de modèle de réalité, c'est, dans les propositions que je vous offre, prendre conscience du pouvoir de créer dans le moment présent, sortir du conditionnement en le regardant juste de côté. Ah, moi, je presque vous raconter ma vie, mais pas trop. Processus de séparation en ce moment. Tout se vit sur le registre du réactif, ou presque. Depuis quelques mois, je commence à voir, là, je me vois venir dans ma réaction quand l'autre, tu sais, c'est le règlement des comptes, là. Littéralement dans tous les sens, ou dans toutes les scènes. On voit toute la part de réactivité dans les choix inconscients. Les fois où je suis capable d'être conscient dans ma réponse à autrui, c'est précisément parce qu'il y a une réponse. Un exemple. Je reviens, un choix inconscient. Qu'est-ce que j'ai dit? Un choix inconscient, les caractéristiques, c'est automatique, c'est prévisible. Tu fais une claque à Richard, puis il va t'envoyer une claque aussi. C'est comme, tu cries un insulte à l'autre, puis tu sais qu'il va... Tu sais que c'est prévisible. Automatique, prévisible, réactif. Ça, c'est le domaine de l'inconscient. Mais ce n'est pas l'inconscient qui est tapis là, dans le 4e sous-sol de votre psyché, puis ça prend 3 psychanalyses pour en sortir. Vous avez l'habilité d'auto-observation. Ça ne coûte pas cher. C'est gratis, en fait. Vous faites juste observer vos réactions. Puis même quand ça a l'air tellement comme... Vous avez une possibilité de choisir autre chose. Ça ne se fera pas tout de suite. Ce n'est pas de la pensée magique. Mais si vous avez l'intention de changer, si vous êtes écœuré de vous voir en train de réagir automatiquement, là, vous commencez le changement réel. OK? Là, vous entrez dans le choix conscient. Et ça, c'est formidable, un choix conscient. Pourquoi? Vous vous rappelez la ligne que je vous ai donnée tout à l'heure? Circonstance. La sphère, ça, c'est vous avec vos ressources. Le sujet. André, Arthur, Richard, Karine, Maryse, whatever. La personne qui est là, qui fait de cette circonstance, en output, un événement. Prenez le même schéma mais avec d'autres concepts dessus. La ligne qui s'en vient, OK, circonstance, quel choix je vais faire, quel délai je vais m'accorder pour ne pas réagir automatiquement, et je vais choisir un nouveau sillon. Là où autrefois j'étais prévisible, automatique, réactif, puis je me faisais avoir. OK? La caractéristique d'un choix conscient, c'est précisément, c'est une technique, là. Prenez du temps. Donnez-vous un délai. Sortez de la pièce. Respirez par le nez. Pour faire entrer de la conscience, ça prend du temps. Ou un changement d'espace. Mon ex m'appelle l'autre jour, puis là, je suis là. Ah, regarde, elle vient me chercher. Les fois où je réussis à ne pas me faire prendre, c'est pas elle qui me fait, c'est moi qui est dans mes conditionnements et qui réagit. Elle fait juste agir. Tout. Elle connaît mon numéro personnel, tac. Pas mon cellulaire, mais le niveau de mes cellules, puis tac, elle fait sortir la réaction, puis je suis cuit. Mais le moment où je me donne un délai de réponse, ça ne veut pas dire que je ne sentirai pas la colère. Je vais sentir la colère, mais je n'agirai pas en colère. Je vais sentir mon émotion, mais je vais choisir une réponse. Un choix conscient, c'est une réponse. Une différence entre réaction. Inconscient, réaction, conscient, réponse. Puis en poussant un petit peu sur le mot et l'étymologie réponse responsable. Quand je suis conscient, ben là, je deviens un acteur. Je ne suis pas un réacteur. Je ne suis pas dans une réaction. Je ne suis pas dans une pétarade. Je n'explose pas. Je choisis quelque chose de nouveau. Je m'autorise à dire « OK ». Même si, au début, on n'y croit pas. Hein? Regardez des gens qui ont des comportements, pour parler en anglais, d'addiction. Ils sont complètement dans une compulsion, ils ne peuvent pas. Ça, c'est des cas extrêmes. Quand vous avez des rapports interpersonnels qui sont conditionnés,
Vous êtes dans des réactions tellement vives que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer que vous pouvez réagir différemment. Et l'idée, justement, ce n'est pas de réagir. Prendre un espace, un temps, et là, juste de penser que vous avez une possibilité de faire autre chose, crée une ouverture. Est-ce que je suis parti trop loin? Ça va? Donc, oui, monsieur? Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu surprenant là-dedans, c'est que J'espère. dans un phénomène d'abstraction, Oui. deux facettes de le faire, qui ont été parfaitement mises en place au niveau artistique. C'est le niveau impressionniste où je vois quelque chose, j'ai mon impression, je t'en transmets immédiatement. Et le phénomène expressionniste, qui est le vôtre, où je prends les choses et je le ressors peut-être 2-3 ans plus tard. Donc, c'est quand même assez partiel. Enfin, vous n'explorez pas la porte impressionniste, OK. qui est quand même une façon aussi d'abstraire des choses de la nature. Oui. OK. Et permettez-vous, si vous permettez, en fait, je vais me permettre parce que vous avez affaire avec quelqu'un qui est complètement irrécupérable. J'ai compris ça, ça m'a pris... Quand je suis arrivé à l'université, un cours de psychologie de la créativité, je me suis compris. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cadre qui est ni impressionniste, ni expressionniste. Je vais entrer dans le cadre du cubisme. OK? C'est une expression, ça aussi. Ah, mais non, mais je ne fais pas d'une pirouette, parce que vous me permettez d'amener quelque chose que j'ai oublié. Le cubisme. Picasso, la figure la plus connue du cubisme en peinture. Je vous raconte une anecdote. Picasso, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ses portraits? Bon, alors il faisait des figures de femmes où vous avez le cubisme, puis c'est comme si d'imaginer que sur un même aplat, une peinture, bon ça c'est un peu expressionniste Richard, sur une même peinture, vous voyez comme le visage de la femme comme si elle était vue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui faisait que ça faisait un tracé très déformé. Vous avez un nez comme ça, avec un œil comme ça, puis bon. L'anecdote est la suivante. Picasso dans un train. Il y a un monsieur qui vient le voir, il dit « Mais pourquoi vous ne peignez pas les gens comme dans la réalité? » Le Picasso lui demande « Qu'est-ce que vous voulez dire, là, comme dans la réalité? » Le monsieur sort une photo de sa femme, mais comme ça. Fait que Picasso regarde la photo et dit « Ouais, t'es un peu petite puis plate. Votre femme. » Voyez-vous? Pour lui, la photo, c'était réaliste. Alors que Picasso, par sa blague, sa pirouette, lui faisait prendre conscience que, ben non, c'est une représentation. C'est une photo, c'est pas sa femme. Il a dit, c'est ma femme. Je ne sais pas s'il lui a dit qu'elle était petite et plate, mais peut-être que ça a fini la relation aussi. Alors, oui, effectivement, j'ai choisi une travée tout à l'heure pour voir qu'il y a un intermédiaire entre ce qui nous arrive, qu'on n'a pas choisi une circonstance, et qu'est-ce qu'on en fait. Mais il y a l'autre partie, effectivement, de quoi on s'imprègne et comment on va le mettre au monde. Ce sera un peu ça, l'impressionnisme, tel que résumé par vous, c'est ça? L'impressionnisme, c'est je vois quelque chose, et oui. j'abstrais quelque chose immédiatement. Tac. Oui. Et l'expressionnisme, c'est j'ai quelque chose, je vois des choses, puis ça mature, puis je les ressors plus tard. Ou il y a un concept bon, en tout cas, vous connaissez la tradition expressionniste là, dans le cinéma allemand. Mais pour ne pas aller dans une question d'histoire de l'art, juste pour aller au propos, mais voyez-vous un petit peu, là, pour relier, moi j'ai pris cette anecdote pour comprendre encore une fois. Et merci de votre intervention, parce que j'adore ça, moi, de faire avec les gens qui sont là. Pour vous remettre avec le départ, mettez une pause, là. On est dans le choix conscient. Choix conscient, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on s'autorise un espace, soit de temps, ou carrément changer d'endroit. Tu sais, vous avez une colère qui surgit, une querelle dans un couple, au lieu de rajouter de l'huile sur le feu, donne-moi 2 minutes, donne-moi 5 minutes. Prenez du temps, vous sortez. OK? Bon, on va rester 5 minutes en dehors de la description de ça, puis je vais enfiler avec d'autres images, grâce à monsieur, qui sont dans le mode de l'anecdote de Picasso. Apparemment, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle « Rhythm of Vision », les rythmes de la vision. Les premiers habitants du Nouveau Monde, de la Terre de Feu, quand l'explorateur Magellan est arrivé là, il arrive dans la baie avec ses grands voiliers, littéralement.
les rapporteurs européens du moment auraient dit ceci, que les Autochtones qui étaient là n'ont pas vu les voiliers rentrer dans la baie. Ça a pris l'intervention du chaman pour leur expliquer dans leurs mots à eux, dans leur réalité à eux, qu'il y avait des espèces de grands arbres sur l'eau, avec des feuilles de vent, et puis qu'ils avançaient. Le bateau, il n'était pas visible par eux. Ils ne le voyaient pas. Selon l'anecdote, c'est une belle anecdote, en tout cas, je ne sais pas si elle est réelle, ils ne voyaient pas le bateau, ça ne faisait pas partie de leur univers. Quand quelque chose n'appartient pas à votre univers de connu, il devient juste un potentiel. Il est virtuel au sens strict. Il n'existe pas. Quand vous entrez dans le monde de la création, tout est possible. Quand vous sortez du monde du conditionnement, là, vous vous libérez du connu, vous entrez dans un monde où vous vous auto-créez avec les autres. Mais c'est un monde qui n'est pas celui de la compétition, qui n'est pas celui de la comparaison, qui n'est pas celui de la mesure, qui est celui où tout est possible avec vos talents. Une autre image pour l'histoire des photos, Picasso qui dit, bien, votre femme est un peu plate et petite. Une autre histoire qui est plus vérifiée, celle-ci, par des anthropologues qui avaient examiné une peuplade de l'Éthiopie. Dans les premiers temps, je pense que c'est les Mehen. On leur a montré des photos à ces gens. Ils ne sont pas plus primitifs que nous, là. Ils ont une autre culture, d'autres référents, ils n'ont pas les outils. Bon, on leur montre une photo d'eux-mêmes, en fait, pris par le... Alors, eux, prend ce truc qu'on leur donne, vont le mâcher, le sniffer, le déchirer, l'avaler. Ils n'ont rien vu. Il n'y avait rien qui faisait du sens sur cette espèce de papier avec un peu gluant comme les lianes dans la jungle. C'est tout ce qu'ils pouvaient référer, comparer. Ça ne faisait pas partie de leur univers. Ils ne le percevaient pas comme nous, on peut voir tout de suite, on reconnaît. Ah, carré. Oh, photo. Pour eux, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de réalité pour ça. Tant que ça n'a pas été nommé, ingéré, on ne le voit pas. Le cerveau fonctionne comme ça, de façon perceptuelle. C'est un schéma de reconnaissance. Le cerveau est en fait peu créatif, c'est l'esprit qui l'est. Le cerveau est fait pour assurer une survie. On reconnaît des patterns perceptuels qu'on projette. C'est de la reconnaissance de patterns. Il y a des théories bien fondées là-dedans. Donc, je reviens au choix conscient. Pour vous autoriser à entrevoir une autre réaction que la réaction réactive inconsciente, ça demande de la volonté. Ça, c'est très important. Si vous avez vraiment l'intention de changer, l'intention, qu'est-ce que c'est? C'est une idée, c'est pas un souhait, c'est pas un espoir. Une intention, c'est une idée résolue de passer à l'action. Quand on dit « j'ai l'intention de », normalement, ça veut dire que vous le faites. Ce n'est pas une résolution du nouvel an. Une intention, au sens là, de création, c'est une idée couplée à une action. Je suis écœuré des querelles, je veux changer. J'ai l'intention, je vais tout faire. C'est le début du changement. Ça prend un acte de volonté. Pas juste une idée. Des idées, vous en avez 60 000 par jour. Qu'est-ce qui fait que certaines idées, vous les réalisez? Bien, ça prend l'intention, comme d'être ici ce soir pour être là pour vous. Moi, préparer la conférence. C'est pas juste une idée. Il faut que je m'y mette. Il faut que j'ai l'intention de communiquer quelque chose. Il y a une résolution qui s'incarne dans des actions. Donc, dans les choix conscients, si vous permettez de garder le schéma, mais il est ouvert, hein, ce n'est pas une carte là, qui devrait vous limiter, vous faites toujours la différence dans la mesure où vous en avez la volonté, vous donnez des moyens, un espace, un délai de réponse pour choisir un nouveau sillon, un nouveau choix. Vous créez une nouvelle expérience si vous imposez un nouveau choix. Tout à l'heure, la musique qui vous accueillait, c'était la musique d'Amélie Poulain. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film? Bon. Ça en est un exemple où elle décide de faire une différence dans la vie des gens qui l'entourent par des gestes créatifs, mais qui ont des conséquences. Et en ce moment, il y a un film, pas un grand film, mais qui fait une belle démonstration efficace, L'effet papillon. Il y a un film dans les cinémas en ce moment qui raconte, je ne vous donne pas le punch, mais un bonhomme revient dans son passé, puis il se rend compte qu'en faisant « ouh »,
une petite bifurcation, un choix différent, ça a des conséquences extrêmes tout autour de lui. Mais ça, là, c'est pas juste du cinéma. On se raconte toutes des histoires, on l'a dit tout à l'heure, sur ce qu'on est. Donc, on peut faire son propre cinéma. On peut tourner des nouvelles bobines. On peut enregistrer des nouveaux sillons en s'autorisant, en faisant des nouveaux choix. Maintenant, pas demain. C'est toujours dans le moment présent, le changement. Mais pas que ce ne soit pas juste une idée, que ce soit une intention, idée couplée à l'action. Et donc, chaque nouveau choix que je pose, un choix conscient, amène une création d'une nouvelle expérience qui elle-même modifie le cours de ma vie. Chaque moment présent, en fait, vous pourriez voir ça comme un essaimage avec un pôle central qui est le présent. Le présent est multidimensionnel. Je peux réinterpréter mon passé. Je peux créer des nouvelles trajectoires du futur dans la mesure où je change les choix que je pose. Les choix que je pose, c'est des nouvelles expériences de vie que je mets au monde. Voyez-vous comment tout le potentiel de ça? Chaque choix que je pose crée une nouvelle expérience quand c'est un choix réfléchi, conscient, nouveau. Faites l'exercice peut-être juste en imagination maintenant, mais faites-le demain. Imaginez-vous, vous sortez de chez vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein, vous êtes un créateur. Tout ce que vous faites affecte autrui. Tout. Ceux qui ont des croyances ésotériques, vous pourriez même vous imaginer que vous avez un corps plus subtil, puis à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un sur le corridor, il y a une partie de votre corps subtil qui rentre en interaction pouf, avec l'autre personne. Vous êtes toujours en contact avec les gens, invisiblement ou visiblement. Et la façon que vous vous voyez va opérer un changement chez autrui ou non. Exemple très, très simple. Vous vous levez le matin avec, faites pas du mauvais bord du lit, de mauvais poils. Regardez quelles seront vos circonstances pour le restant de l'avant-midi, jusqu'à temps que vous rapatriez votre pouvoir d'action et votre prise de conscience en disant « Coudonc, je suis donc bien grognon. » Puis comment ça se fait que tout le monde que je rencontre sont grognons? Non, mais c'est toi, là. Par contre, j'arrive à la boulangerie en face de chez moi, si j'ai un beau sourire, puis il y a toutes sortes de techniques, là, je ne veux pas faire peur à personne, mais au plan du visible, restons dans le visible. Vous approchez quelqu'un avec un cœur ouvert. Imaginez-vous ce que vous avez comme impact. Vous approchez quelqu'un avec un intérêt réel, vous lui parlez, vous le regardez, comment ça va? Il y a une différence entre « Hey, comment ça va? » puis entre « Comment ça va? » Tout ça, c'est des petits gestes. Hein, le pouvoir des petits gestes, ce sont tous des petits gestes qui font une différence dans la vie des gens. Si ce n'était que ça, le premier terrain d'exercice pour prendre conscience de ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est un début au quotidien. Comment dans mes actions physiques, la façon que je bouge, comment dans mes attitudes, c'est-à-dire, une attitude, c'est pas juste c'est révélateur ou c'est révélé plutôt par des gestes. Il y a beaucoup de choses dans le non-dit. Et les enfants le perçoivent extraordinairement parce qu'ils ne sont pas trop conditionnés encore. Par vos simples attitudes, vous créez des choses chez les gens. Donc, vous êtes des créateurs. Il s'agit d'en être responsable, pas être créateur par défaut. Si vous avez le goût de piquer une colère, mais piquez-la, mais il faut être responsable des chocs ou des choix qu'on envoie dans la vie. Alors, je me suis presque inspiré d'un auteur américain pour transposer, pour faire une déclaration d'indépendance d'esprit. Vous avez toujours le choix. Pensez à Viktor Frankl, 5 heures du matin, camp de concentration. Lui s'est dit, j'ai le choix. Si lui peut le faire, vous pouvez le faire. Vous avez toujours le choix. Deuxièmement, tout choix est une création. De quoi? D'une nouvelle expérience de vie, même dans un microclimat. Tout choix est une création. Chaque choix nouveau, on a parlé des choix inconscients qui sont de la répétition du même tout le temps, mais chaque choix nouveau ouvre un nouveau monde de possibilités. Vous ouvrez une nouvelle ligne de temps. En étant ici ce soir plutôt qu'ailleurs, vous créez un autre monde. Imaginez que si vous aviez décidé d'aller au cinéma plus tôt, vous auriez une autre expérience.
comme je disais tout à l'heure, vous auriez manqué un rendez-vous important avec votre vie. Parce qu'une conférence comme ça, c'est important. Une blague. Choix responsable. C'est une variante d'un choix conscient. Choix responsable, ça veut dire qu'on a conscience des conséquences. Si j'étais artiste visuel, je lance comme un tachiste, il y a des peintres qui font des toiles avec des taches de peinture. Je lance du bleu. Les conséquences, je les ai tout de suite devant moi. Du rouge, l'orange. Dans ma vie, quand j'envoie des émotions, des pensées, des attitudes au monde, j'en vois pas les conséquences nécessairement tout de suite. OK? Je suis sûr que, comme je disais tout à l'heure, si je suis au volant, je pique une rage, puis je viens frapper l'autre, je vais avoir les conséquences assez vite. Mais les conséquences à long terme de nos petits gestes, la façon de se voir, la façon d'interagir, on les voit sur un plus long laps de temps. Il y a un délai de réponse entre ce qu'on envoie au monde et ce qui se manifeste, se matérialise. C'est ça le monde de l'incarnation, en fait. On n'a pas les choses instantanément. Choix responsable, c'est être conscient des conséquences. Donc, changer, c'est l'art de pratiquer des choix utiles. Si vous voulez changer, c'est prendre conscience des choix que vous voulez poser. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Dans quel monde vous voulez vivre? D'avoir l'honnêteté pour regarder là où vous en êtes maintenant et de choisir si vous le voulez ou non. D'activer ce pouvoir de choisir pour créer le monde que vous voulez explorer. Dans 3-4 minutes, je vais faire une petite pause parce que je suis là pour solliciter vos questions, pour avoir vos interactions. Sinon, je serais là à parler tout seul. Puis, vous le savez, ceux qui ont suivi la conférence, on fait une création collective, en fait. Vous êtes là. Moi, je table sur votre présence, pas juste sur cette table, pour avoir des questions, pour créer quelque chose qui va faire du sens pour vous. Mais pour afficher mes couleurs, enfin, elles sont pas mal affichées, je trouve, là, mais enfin, mes couleurs métaphysiques, pour moi, il y a un lien important entre responsabilité. Il y a un lien essentiel entre responsabilité et spiritualité. Il n'y a pas de croissance spirituelle si on ne développe pas le sens des responsabilités. Vous pourriez méditer, prier, visualiser jusqu'à la fin de vos jours ou dans d'autres vies, ceux qui y croient, whatever. Ça ne changera strictement rien si vous êtes un irresponsable. Si vous ne prenez pas conscience que vous êtes tous des créateurs, des créatrices endormis dans vos créations. C'est de rapatrier ce pouvoir qui n'appartient pas aux nouvelles de 22 heures, qui n'appartient pas à mon oncle, ma tante qui m'a abusé quand j'avais 7 ans, qui appartient à personne d'autre que vous maintenant dans le présent. De choisir d'être un auteur responsable des actions que vous allez créer. Et quand même, il y a des circonstances que vous n'avez pas choisies qui vous arrivent, vous avez le choix de choisir votre attitude. Puis il y a même le choix de choisir votre passé, dans la mesure où vous le recadrez avec un autre sens. Donc pour moi, il y a un lien essentiel donc, entre responsabilité et spiritualité sont inséparables. La spiritualité, ce n'est pas une voie marginale là, pour se tenir en dehors de la vie comme... Bon, il y en a pour ça, il y a des moines, il y a des écoles. Mais pour vous et moi et le grand monde, on vit avec la matière, la réalité, parfois, il y a l'aspérité du monde réel, mais c'est avec ça, c'est ça notre matériau. Je prends l'exemple de monsieur, mais là, je le déforme, excusez-moi, mais je suis cubiste, je déforme. Tous les matériaux que vous avez à votre disposition comme artiste, vous êtes les artistes de vos vies. C'est quoi? Les matériaux, ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions. C'est ça, vos matériaux. C'est avec ça que vous modelez votre vie. Action. C'est beaucoup de choses qui manquent aux gens qui tremblent dans la spiritualité parce qu'ils pensent que je vais juste visualiser ou je vais juste méditer puis ça va m'arriver comme ça. Non, non, non. Il faut poser des actions cohérentes. C'est un monde d'action. Ensemencé par une vision, une visualisation qui nous pousse en dehors de ce qu'on est. Hein? On veut se transcender, on veut se dépasser, c'est parfait. Comme l'athlète qui visualise le plongeon parfait ou
On peut se voir autrement. C'est ça, la proposition créatrice, c'est se voir autrement que ce qu'on s'est permis de se voir jusqu'à maintenant. Se percevoir autrement, avec conscience de ce qu'on est, puis en dialogue avec ce qu'on souhaiterait être. J'ai le goût de dépasser mon temps d'antenne pour vous raconter une expérience. Je vais vous la raconter, je ne vais pas vous la lire. D'où c'est venu le titre de ce soir, en fait. J'ai écrit une chronique il y a quelques années dans un magazine où j'étais chroniqueur. La chronique s'appelait « Ces petits gestes qui font la vie ». Oui, je ne sais pas c'est à qui. Et... oui, on passe à un autre appel bientôt, Jean. C'est une sorte de flash que j'ai vu un soir, que j'ai eu un matin, en fait. C'était à l'hôpital Sainte-Justine. J'avais à ce moment-là un enfant gravement malade. Et les circonstances étaient les suivantes. Je vous fais une recréation qui montre comment les petits gestes sont importants. La façon qu'on a de se voir influe autour de soi. Alors, les circonstances, c'est qu'il avait été hospitalisé d'urgence. Il avait une détresse respiratoire aiguë. C'était un enfant qui était gravement handicapé et il était vraiment à l'article de la mort. Et donc, il était passé à la fois de la salle de trauma de l'urgence, c'est comme l'urgence de l'urgence, la salle de trauma. Et je me rappelle d'être à côté de lui, d'avoir mis ma main derrière le haut du crâne et d'avoir soufflé à l'oreille gauche. Il était comme à deux. Simplement lui avoir dit « Michael, c'est papa, je suis là. » Juste pour dire « je suis là. Tu peux partir, tu peux rester, je suis là. » Et il y avait tout le branle-bas de combat des intervenants, les inhalos, anesthésistes, pour essayer de le garder de ce côté-ci de la vie. Et ça a duré longtemps. La deuxième phase, quand il commençait à récupérer, il était transféré aux soins intensifs. Imaginez-vous, les soins intensifs, c'était des soins de moindre importance qu'il y avait dans un premier temps. Et ça a duré jusqu'à 5 heures du matin. Et je suis resté à côté de lui. Je me disais, mon Dieu, j'ai l'impression que si je le quittais d'une seconde, il allait partir. J'ai l'impression que si moi j'allais dormir, lui allait fermer les yeux pour toujours. Hein, on pense toutes sortes de choses à ces moments-là. Et à 5 heures du matin, là, j'ai senti qu'il allait s'en sortir. Je suis sorti de la chambre des soins intensifs. Je suis descendu au sous-sol de Sainte-Justine, où il y avait autrefois, il y a encore toujours des machines distributrices. Alors, imaginez le portrait, mon fils était intubé, respirateur artificiel. Il y avait plusieurs solutés qui perforaient le corps pour l'alimenter de façon artificielle. Puis moi, à 5 heures du matin, le casse-croûte était fermé. La seule bouffe qu'il y avait, c'était aussi de la bouffe artificielle dans les machines. Alors, je vais me payer un snack avec je ne sais pas trop quoi, là, un chips, puis des choses que je ne mange jamais. J'étais un naturo à l'époque. Bref, et là, je m'assois. Puis quand je m'assois, le banc sur lequel je m'assois était en vis-à-vis avec une boîte à journaux. Les boîtes à journaux qu'on voit avec la grille, là, la grille transparente qui laisse voir les titres. Et là, à ce moment-là, c'était en 97, c'était écrit 64 morts égorgés en Algérie. Gros titre comme ça. Puis il y avait la Gazette, Le Devoir, le Journal de Montréal, la Presse, c'était toutes des variantes du même titre. Alors moi, je suis en train de manger, puis comme... J'avale de travers. J'ai comme un élan de compassion, je pense, aux familles survivantes de ces gens qui ils arrivent dans la nuit, puis ils vous sortent de votre maison, puis ils vous égorgent, coupent la gorge. Enfants devant parents, et des fois, ils sont assez sadiques pour garder un membre de la famille vivant, pour qu'il témoigne de l'horreur. Voyez-vous? C'est comme ça. Donc, c'est 97 en Algérie. Ça dit en passant, on crie beaucoup sur les événements du 11 septembre, 3500 morts, je ne sais pas. 100 000 morts en Algérie. 100 000 morts depuis le début. Bon, alors je suis là, étranglé, d'angoisse, puis de compassion, puis vraiment la nourriture ne passe pas. Et en même temps, tous les titres des journaux, il y avait comme un sous-titre, en fait. C'est comme s'ils voulaient me convaincre que le monde fonctionnait à cette énergie-là, la haine. Et moi, je viens de sortir d'une expérience de plusieurs heures. C'est là si vous voulez, ma révélation, où plusieurs heures où il y avait eu une ribambelle de soignants qui s'étaient succédés au chevet de mon fils pour le sauver, pour agir. Et là, j'ai pensé à d'autres enfants qui, cette nuit-là aussi, avaient été sauvés. J'ai pensé à tous les enfants qui étaient à ce moment-là dans l'hôpital. J'ai aussi pensé à c'est des centaines de milliers d'admissions à Sainte-Justine,
Et là, c'est comme je me suis vu en train de sortir de l'hôpital, puis je pensais à tout le monde qui, cette nuit-là, à Montréal, s'était couché, des amants s'étaient aimés. La veille, des parents avaient endormi leur enfant en les embrassant. La plupart des parents font ça. Il y a des abus. Ça existe. Le crime existe. C'est pas de faire de l'angélisme et du rose bonbon. Mais ce qui fait la cohérence de la vie, c'est tous ces petits gestes-là qui vont dans le sens de la vie. Et l'émotion revient encore. Mon insight, c'est que ce monde-là ne fonctionnerait pas une seconde de plus s'il ne fonctionnait pas véritablement par tous ces petits gestes d'amour, en fait. Et c'est ça qu'on peut faire comme différence. Que ce soit en allant prendre l'autobus tout à l'heure, en revenant dans le métro, le regard, comme Amélie Poulain, que vous porterez, la façon que vous allez agir, vous faites une différence. Et contrairement à tout ce qu'on peut vous rentrer dans les oreilles aux nouvelles, oui, ça existe, c'est une réalité choisie. Le monde tourne à une autre énergie, sinon il ne tournerait pas longtemps. Voilà. C'est la période de questions, d'interaction, de... Les tomates, laissez faire parce que je serais habillé autrement, mais les réactions. Je voulais me rappeler une anecdote, j'aime ça les anecdotes. Comment des fois on peut recadrer, c'est la manie de ce soir, le recadrer. Vous savez ce que ça veut dire, recadrer? C'est juste agrandir quelque chose, puis ça va changer de sens. Vos 9 points, vous agrandissez le cadre du carré perçu, puis vous permettez de faire les 4 lignes droites tracées. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des périodes de l'histoire qui m'ont été marquantes, et l'époque de la Deuxième Guerre me marque beaucoup. Ça m'a frappé beaucoup. L'anecdote que je vous raconte se passe au Danemark en avril 1940. Et le roi du Danemark, c'était Christian X, oui. Et c'est une interaction qui se passe dans le palais royal entre un haut officier nazi, parce que la capitale vient juste d'être occupée, puis il y a une rencontre entre lui, le souverain, et le commandant. Et Christian, on va l'appeler par son petit nom, regarde par la fenêtre, puis il est plutôt agacé de voir le drapeau nazi flotter sur les édifices gouvernementaux. Et là, il demande à parler au commandant en chef nazi, qui se présente. Il dit « Qu'est-ce que vous feriez si j'envoyais un soldat pour enlever le drapeau du haut du bâtiment là-bas? » Le nazi répond sans aucune réaction directe, sans aucun délai de réponse. On le fusillerait, on le descendrait. Il dit « Je pense pas. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous serez surpris quand j'enverrai le soldat que vous verrez enlever le drapeau. Je suis à peu près sûr que vous n'allez pas tirer dessus. Le soldat, c'était lui, le roi. Voyez-vous? Il y a de la créativité. Et beaucoup de courage, parce que il a fait sentir... Ben, tu vois, pour l'Allemand, le nazi, c'était un soldat, c'est n'importe qui. Oui. Dans son esprit, son schéma mental, il ne pensait pas que le roi pouvait être un soldat, le plus haut soldat de l'État, mais c'est un soldat. Puis effectivement, il ne pourrait pas se permettre, dans un pays occupé, de... Bon. Je pense que c'est le même roi, d'ailleurs, à une époque où chaque pays occupé, on imposait, mais c'est toujours en collaboration, hein, on imposait que les Juifs portent cette étoile jaune. Il lui a dit, bien, d'accord, on va tous la porter. Personne n'est distinct à ce moment-là. Si tout le monde porte une étoile jaune, juif, pas juif, ils ne peuvent pas les repérer. Une autre façon de décadrer. On agrandit le cadre de référence. OK, tu veux que je fasse ça? OK, tout le monde le porte. Moi, je sollicite vos questions, vos commentaires. Et surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des questions de précision, d'éclaircissement, allez-y, parce que je suis là à votre service. On parlait de la conscientisation. C'est il faut être conscientisé pour arriver à se décadrer, comme vous dites. Là. Oui. Si on pense que, bon, on est un peu robot, on travaille, on vient, c'est qu'on est dans le cadre. Hein? Oui. Et puis, tout dépend c'est sûr que si vous avez un travail que c'est intellectuel, bien, vous pouvez en sortir du cadre plus facilement, j'imagine. Mais les gens qui travaillent, là, le pic-papel, là, Oui. ces gens-là, je ne veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais c'est beaucoup plus facile
pour eux d'être inconscients. Puis, je peux dire que moi, à une période de ma vie, j'étais très inconsciente. Et puis, quelqu'un m'aurait dit quelque chose, puis moi, j'avais même pas conscientisé que j'avais dit ou agi, ou mon non-verbal disait le contraire de ce que je disais. Il faut être conscientisé pour en arriver à ça. Oui, puis si vous regardez votre propre vie, vous venez de le dire, vous vous regardez de façon rétrospective Oui. derrière, puis vous dites, mon Dieu, mais j'étais pas... Est-ce que vous avez après dit ça? J'étais pas conscientisé à cette époque-là par rapport à maintenant. Oui? Bon. Bien, imaginez-vous dans le futur, dans 5-10 ans, faites un rendez-vous avec une vous-même virtuelle, une projection dans le futur, puis imaginez, vous regardez maintenant, mon Dieu, celle qui venait à la conférence ce soir-là, mon Dieu, qu'elle n'était pas conscientisée. Peut-être. Que la démarche de vie, tout le monde, moi, c'est pareil. Je me regarde derrière, je dis, mon Dieu, mais c'était... Par exemple, avant d'avoir des enfants, je me regarde. Un gamin. J'avais 33 ans, mais j'étais un gamin. C'est complètement un autre homme 12 ans plus tard. On se regarde parce qu'on a évolué. Oui. Puis c'est une conscience élargie qui regarde le passé. Oui, mais à ce moment-là, si j'étais venue vous écouter, Oui. j'avais peut-être dit... Il est pété. J'avais mal compris. Ben oui. Parce qu'on regarde le temple, le solaire, et puis ces choses-là, c'est des gens quand même assez brillants qui ont appartenu à ces sectes-là. Oui. Puis ils ont suivi ce que le gourou leur disait, ils se sont suicidés collectivement. Et qui peut arriver à reconscientiser une personne dans la vraie voie? Ben, C'est ça qui me... c'est quoi la question? Je me questionne dans ça, parce que je me dis... Parce que là, dans le fond, qu'est-ce qui peut reconscientiser une personne? C'est sinon elle-même. S'il faut attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour soi, on est de la chair à gourou à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je me dis que si on n'est pas conscient de notre état, on ne peut pas aller de l'avant. Sortir du cadre. Oui, c'est vrai. Mais on est toujours dans un cadre. Celui qu'on a maintenant est peut-être, on se le souhaite, plus élargi, plus souple, qui offre plus de possibilités qu'avant. C'est ça qui serait souhaitable. Mais j'ai le goût de rebondir sur plusieurs choses que vous dites. Vous avez parlé des gens qui font un travail peut-être plus manuel, qui serait peut-être... Vous connaissez la fameuse histoire. Il y a 3 ouvriers sur un même chantier. Un seul interlocuteur leur pose une question. Au premier ouvrier, qu'est-ce que tu fais? Bien, je gagne ma vie. Il demande au deuxième ouvrier, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ma job. Troisième, qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. Les 3 sont des maçons et posent des pierres. Ils ont 3 regards sur ce qu'ils font est différent. On n'en construit plus de cathédrale, on s'entend de nos jours. Mais on peut avoir dans la même conscience du geste bien fait d'un ouvrier manuel transformer une habitation ou une construction. Il n'y a pas d'abêtissement parce que manuel, au contraire, parce que... Non, je ne vous avais pas dit ça, je rebondis. Je prends prétexte pour aller avec un autre texte. Mais effectivement, tout est dans la conscience. Oui. C'est pas dans la matière, c'est dans la manière, comme disait un autre conférencier ici. Tout est dans la manière, pas la matière. Qu'est-ce qu'on y met de soi-même? Voyez-vous? C'est ça qui fait la différence aussi. Puis, est-ce que vous en avez connu? Moi, j'en ai connu chez moi, des gens embauchés, des fois, des ébénistes. Bien, c'est du bel ouvrage. Il y a un art, il y a une façon de faire, mais il y a une façon d'être. Quand tu les fais parler, il y a une démarche, il y a un souci. C'était ça autrefois les artisans du Tour de France, pas le Tour cycliste, là, mais les corps de métier qui étaient formés par maîtres et apprentis, comme dans des traditions initiatiques. Ça existe encore, en fait. Hein? Ces façons d'initier des gens à travailler la matière, c'est travailler soi, en fait. Oui. Dans une autre tradition, qui est empreinte de beaucoup de superstitions, le Feng Shui, par exemple, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu aménages l'extérieur, tu aménages l'intérieur. Quand il s'accroche dans les fleurs du tapis dans le Feng Shui, c'est que là, ça devient une pure superstition. Tu dois faire telle affaire, telle... On perd le sens des choses.
Mais là, je suis en train de perdre le sens de ce que vous disiez, parce que je rebondis trop. Mais la prise de conscience, vous donnez l'exemple du temple solaire. Bon, j'ai rencontré Luc Jouret. Bon. C'est une des premières personnes qui m'a fait comprendre, en l'écoutant, une phrase d'un philosophe anglais du 19e siècle, Chesterton. Il disait une phrase, j'avais lu ça, c'est Louis Pauwels. Connaissez-vous Louis Pauwels? Le gars qui a créé le best-seller des années 60, le Matin des magiciens, puis la revue Planète. Un méga best-seller, écoute, un petit livre, là, bon. Et Louis Pauwels était éditeur, entre autres. Puis je l'avais interviewé parce que ça avait été une figure de proue quand j'étais étudiant en psycho, puis que je désespérais de la condition humaine qu'on m'enseignait en psycho. J'allais lire des livres comme ceux de Louis Pauwels ou d'autres auteurs. Et là, Pauwels, à un moment donné, il racontait Chesterton qui disait « Un fou a tout perdu sauf la raison ». Puis j'ai compris ça quand j'ai vu Jouret. Brillant. Effectivement, certains de ses adeptes, c'est des gens intelligents. Il y avait des musiciens, il y avait des directeurs, des sous-directeurs chez Hydro-Québec et autres. C'est pas l'intelligence qui fait défaut, c'est le discernement. C'est pas l'intelligence qui fait l'allégeance, c'est un besoin, un vide, un besoin que l'autre comble un sens chez nous. Par contre, la question de si c'est un suicide collectif, c'est pas clair, hein? Il y a d'autres thèses là-dessus, là. Il y en a quand même beaucoup qui sont... Oui, c'est vrai. Mais ça a l'air qu'il y a eu peut-être des exécutions aussi de masse déguisées en suicide. Mais ça... Mais pour pas perdre le foyer, là, j'ai de la misère à parler ce soir, pour ne pas perdre le foyer, c'est effectivement, c'est pas une question d'intelligence ou de brillance qui fait qu'une personne devient un adepte. C'est autre chose. Il y a un vide, mais c'est un rapport complémentaire. Hein? C'est comme l'abuseur, l'abusé. Il y a le maître abuseur, un gourou abuseur avec ses abusés. J'avais fait une chronique autrefois sur un gars qui est encore l'objet d'une vénération extraordinaire, Sai Baba. Je suis allé en Inde autrefois, puis je l'ai rencontré. On aurait eu l'impression que c'était comme en Galilée il y a 2000 ans. Il y a un ashram, là, et pendant des heures, des hommes séparés des femmes l'attendent en silence qu'ils sortent pour les rencontrer. Ils sont tous dans un état de recueillement silencieux pendant des heures, jusqu'à temps que le gars sort, là. Il appelle ça le darshan, je pense, la rencontre avec le mec. Bon, correct. Puis là, ben, ce bonhomme-là, apparemment, avait des pouvoirs. Je cite, hein, je ne vais pas dire que j'adhère, de matérialiser des choses. Puis il a fait bonne impression sur beaucoup d'Occidentaux. Il y a même des physiciens quantiques qui ont expliqué qu'ils pouvaient matérialiser du vide quantique, des objets. Moi, j'ai vu ça devant mes yeux, d'accord. Je dis, bon, c'est un très bon illusionniste. Mais surtout, c'est surtout quelqu'un qui était complètement vénéré, donc il était créé par la vénération de ses disciples. Ah, on s'est rendu compte que c'est un abuseur sexuel de premier ordre envers les jeunes garçons, moins de 30 ans. Ça a été révélé, j'ai écrit un papier qui s'appelait « Sai Baba et les 40 violés ». Ali Baba, il est bon. Et d'ailleurs, ça m'a valu éventuellement mon expulsion du guide ressources parce qu'il y a des annonceurs qui protestaient. Mais c'est la réalité. Or, des problèmes avec les sectes, ceux qui voient l'abus devant eux, ils vont l'expliquer. On va dire, ben non, il éveille les chakras, hein, ouais. Ton chakra sexuel, il va faire monter ta kundalini. C'est celui qui est abusé, par exemple. Oui, lui-même, parce qu'il projette tellement une figure de Dieu à adorer, donc absolu et absolutiste, qu'il en vient à se sentir mal de penser que le maître a fait une faute. C'est lui qui a un problème, l'abusé, pas l'abuseur. C'est là la conscientisation. Oui, de se rendre compte, non, là, ça, c'est une infraction. Là, il y a un abus. Il y a un abus de pouvoir. Il y a un détournement de sens, c'est le cas de le dire, etc. Eh bien, quand on révèle ça, les adeptes auto nient la réalité, vont tirer sur le messager, celui qui annonce la mauvaise nouvelle. Hey, c'est un exemple réel. Là. Comment, mais ça, c'est un autre sujet, c'est la gouroutisation. Si vous m'inspirez, j'en ferai une conférence. Ça va? Oui. Pour ça? Oui? Il y a quand même, enfin ça c'est quand même ce que évoquait Dali en disant la crétinisation des masses me permet de me faire vivre bien.
En fait, il faisait que de la peinture. Oui. En fait, et pour en revenir à ça, moi, vous parliez de monde, etc. Bon, Dali a inventé un monde, Picasso, etc. Moi, je suis attiré par Dali parce que je lui accorde un certain poids. Comme je suis attiré par d'autres, qui c'est un certain poids, comme pour d'autres, etc. Comment acquiert-on ce poids? Comment attire-t-on? Acquiert-on ce poids en faisant, en travaillant énormément, Oui. en agissant, en faisant quelque chose de nouveau, ça j'en suis certain. Avez-vous d'autres... Mais je pense que vous avez déjà des éléments de réponse, non? Je sais pas, peut-être qu'il me manque. J'ai pas connu Dali. Je sais pas d'ailleurs si... Qui ont acquis Oui. une stature, un poids qui fait autorité, Oui. et qui résonne et qui font que les gens arrivent vers eux. Oui. Le charisme. Il y a un talent. Comme une planète Ouais. dans le cosmos Ouais. attire des corps. OK. Une masse gravitationnelle. Écoutez, je n'ai pas connu Dali. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu parce qu'il était toujours en représentation. Il était toujours en représentation. Il est toujours en train de créer un personnage de lui-même. Mais c'est évident que ce qu'il a créé est assez spectaculaire. Hein? C'est son interprétation du surréalisme. Il avait créé un personnage qui était sa meilleure image de marque en termes de marketing. D'ailleurs, l'autodérision, vous parlez de la crétinisation quand il se dessine avec des signes de pièces autour des moustaches. Il annonçait son dieu aussi, dieu dollar. Je ne sais pas, il a fait des belles choses. C'est la dernière scène, il a fait à certains moments, peut-être qu'on peut juger qu'il est devenu une caricature de lui-même. Comment on fait du poids? Comment on fait du poids? Parce que franchement, c'est ça qui est important. Quoi. J'ai des réponses, mais je n'ai pas de réponse en même temps. Il y a un talent, il y a une culture européenne où il était au centre, il y a des grands amis, des grandes connaissances. Regardez ce qui s'est passé dans ces 40 ans d'Europe, là, où tout le monde connaissait tout le monde. Un Dali était ami avec des poètes. Toutes ces figures se connaissaient. Picasso qui connaissait Apollinaire. Bon, ils se connaissaient tous, cette bande-là. Ils se renvoyaient peut-être l'ascenseur. C'était tous des marginaux. Éventuellement, ils sont devenus des figures établies, rentables et tout ça. Mais au départ, ils crachaient à la misère, là. Comment ils se sont imposés? J'ai pas d'explication, hein. Comme la Renaissance, vous n'avez pas le phénomène de cristallisation de la Renaissance d'une galaxie comme ça, d'artistes ou d'autres choses? C'est une belle question qui demande approfondissement. J'ai pas de réponse toute faite. Je sais que je parlais de Louis Pavès. Louis Pavès avait écrit un livre d'entretien avec lui. Il y avait des formules lapidaires, hein, des formules qui font choc, qui restent dans la conscience. Connaissez-vous Salvatore Dali, un peintre? Imaginez un monsieur, un grand mince, avec des moustaches comme ça, qui roulait comme ça, qui a créé une forme d'art pictural, des peintures où s'inspirait de l'univers onirique. Il y a des mondes, par exemple, pour parler comment le temps est relatif, on voyait des montres s'allonger, baver un peu sur la toile, ou à d'autres moments, il y a la dernière tentation du Christ, puis on voyait une splendide femme nue qui lui apparaît, enfin, etc. Il y avait des représentations visuelles extrêmement fortes. Puis c'est inspiré d'un mouvement, si je ne me trompe pas, là, si je ne suis pas dans mon domaine, c'est pas l'histoire de l'art, mais les surréalistes qui voulaient dire que sur le réel, on pouvait comme surimposer, voir d'autres choses dans le réel. Pas besoin d'aller dans un au-delà. Le réel en lui-même est tellement riche qu'on peut y voir tellement de choses que... Ça va? Je décale pas trop. Donc, c'est ça. Tout le monde ne connaît pas Dali, mais je ne sais pas effectivement qu'est-ce qui fait qu'une personne a du poids. Avec une force gravitationnelle. Oui. Mais... Il n'y a que celle-là qui m'intéresse, moi, personnellement. OK. Mais je vais revenir à l'exemple que moi je connais, Saïd Baba. Je l'ai vu opérer, j'étais là, j'ai senti, j'ai vu. Il existe, ce gars-là, beaucoup par la projection et les attentes qu'on lui donne. Il a parti son commerce, son fonds de commerce, c'est ça, réunification des 5 grandes religions, puis lui, c'est l'avatar, le Dieu incarné du siècle, rien de moins. Bon. Non, mais écoutez, il y a quand même 2500 personnes qui, 2 fois par jour, l'attendent dehors, dans le silence le plus absolu, et qui se mettent en transe quand ils passent sa main au-dessus de leur front ou leurs cheveux.
Pour eux, c'est l'incarnation du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il reçoit? Autrement dit, votre image. Quelle masse gravitationnelle est créée par toute la projection de ses adeptes sur lui, qu'ils voient en lui une figure? C'est énorme. Un artiste sur scène, puis un artiste dans une coulisse, c'est pas la même chose, hein? Moi, j'en ai vu des artistes dans ma vie. Dans la coulisse, ordinaire. Ils arrivent sur scène, choum! Les feux de la rampe, les projecteurs magnifient leur image, leur projection, leur rôle, etc. Ils sont grands, ils ont un charisme. En dehors de la scène, pas toujours. Chacun son domaine. Ils existent beaucoup grâce aux autres, autrement dit. Beaucoup de maîtres spirituels, surtout ceux qui s'affichent, existent beaucoup grâce à l'adhésion, toute la projection psychique qu'on leur donne. C'est un petit peu comme Mr. Chance dans le film de Peter Sellers qui jouait Monsieur Chance. Vous avez vu ce film-là? C'est un simple jardinier, quelqu'un le rencontre un jour, puis il énonce des phrases de sagesse tellement extraordinaires, mais c'était juste un jardinier qui, par un concours de circonstances, devient le conseiller du président des États-Unis. Puis il devient son meilleur ami, en fait. Puis chaque chose qu'il dit, là, genre, ben la graine doit être déposée dans le sol pour germer. Tu as tout le conseil des secrétaires de ministre. Regarde, c'est comme... Ah! Tu sais, finalement, celui qui était un proche conseiller du président, je pense, si je ne me trompe pas, c'est quand le président meurt, puis là, il lui demande, il dit, « Vous êtes juste jardinier, en fait. » « Oui, oui, je suis juste jardinier. » Il n'a jamais prétendu à autre chose, mais on a tellement projeté de choses sur lui, sagesse, figure de sagesse, qui est devenu conseiller du président des États-Unis. Il y a peut-être un peu de ça, des fois, dans... L'art nous permet de faire des pirouettes pour mieux comprendre la réalité. Il y a des personnages qui existent grâce à nos projections. Il y en a qui font un poids véritable, mais qu'on ne voit pas, qui ne s'affichent pas non plus, qui sont très discrets. Il y a Kandinsky qui a dit, bon, ben, on est peintre ou on l'est pas, puis bon, d'autres comme Mozart, il était musicien, c'était comme ça. Alors, est-ce qu'on peut vraiment choisir? Attendez, la légende de Mozart, j'y ai cru un moment donné, là, mais quand on connaît son histoire, c'était une famille de musiciens. Léopold Mozart, son père est un grand musicien. Il a eu le meilleur pédagogue d'Europe pour apprendre la musique. Donc, il a fait ses gammes au bon endroit. Et qu'on dise, attention, mais qu'on dise, j'y ai cru, qu'on dise de Mozart, puis il disait, ah, comme le film qu'on a fait, Amadeus, là, on a fait Miloš Forman. Puis, à un moment donné, moi, j'ai vu la version anglaise, excusez-moi, puis quand l'autre est là, il dit, oui, mais tu dois accoucher de ton truc, dépêche-toi, là, je t'ai payé, là, chicanédaire qui le chicane parce qu'il a demandé de pondre 1 heure, puis c'était à 2 jours de la sortie. Puis, il dit, non, tout est là, ça va sortir, pas de problème, scribble, dribble, everything's going, tu sais. C'est vrai que des fois, il disait qu'il captait des formes musicales complètement entières, il avait juste à les retranscrire. Mais à 30 ans, il avait les mains les plus déformées qui soient parce qu'il en a écrit la musique. C'était pas toujours sans rature, sa musique. Il en a écrit, puis raturé. Il faut faire attention, des fois, il y a des mythologies autour des créateurs. Disons qu'il y avait un environnement, parler en termes de extrêmement propice. Il était au centre de l'Europe, qui était la grande génératrice de musiciens d'Europe, l'Autriche et autres. Puis son père, c'était le meilleur pédagogue, tout en étant un grand musicien. Mais il y avait un talent, un génie qui était dans des bonnes conditions pour... C'est ça. Et puis que le père de Picasso était professeur de peinture également. Bon, quand même, on l'a ce terrain au départ, ou pas. Oui, comment ça se développe, comment ça éclot. Plus ça se développe, plus ça se développe pas. Mais est-ce qu'on peut choisir véritablement si on a un terrain pour faire de la musique, bon, Oui. Ça se décide pas, ça. Ou de la peinture, ou de la plomberie. Il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça, quoi. Ce serait saugrenu de penser qu'ils fassent... Je vais prendre un autre exemple pour ouvrir aussi sur d'autres questions, pour pas juste aller sur la question de l'histoire de l'art. Moi, il y a un temps... Quand vous dites que ça se décide pas, ces gens-là ont posé beaucoup de choix et ont décidé de continuer. Quand je parlais de l'intention dans la conférence, c'est une idée résolue menée dans l'action. Je pense à un autre qui s'appelle Miro, qui est un Catalan, qui est à la fois un peintre, un sculpteur. Il y a eu une exposition en 86 au Musée des Beaux-Arts. Moi, ça m'avait marqué. Parce que c'était tellement... il prenait un banc, puis c'était coloré en rouge, en vert, puis en jaune, c'était vif, puis il y avait de la vie, puis bon. Mais ce qui m'avait marqué, c'est en regardant le catalogue de l'exposition, c'était à une époque où je n'avais pas d'emploi, puis je me cherchais beaucoup, puis tout ça. Puis là, j'avais vu sa profession de foi à une époque où il vivait dans la misère,
le midi, il y avait juste de la gomme à mâcher pour tromper son appétit. Il ne pouvait pas manger, il n'y avait pas rien pour manger le midi. Puis il avait fait une sorte de profession de foi qui disait, peu importe si je suis reconnu un jour, peu importe si j'ai une reconnaissance de mes pères ou de la culture, c'est ce pourquoi je suis né, c'est pourquoi j'existe, et c'est ça que je veux faire. Puis je veux forger mon art dans la... Puis c'était aussi un sculpteur, donc il faisait du travail de forge. Donc, c'était admirable comme profession de foi qui était faite dans un moment de dénuement de sa vie, bien avant qu'il soit reconnu. Il a décidé ça. Il a persisté là-dedans. C'était sa raison d'être. Mais il n'a pas démissionné. Puis il n'a pas eu besoin de reconnaissance pour aller là, ni d'argent. C'était sa voix, son appel, sa vocation qu'on appelait autrefois, là. Donc, il y a eu plus qu'il y a un talent, puis que ça se développe. Et ça demande persistance, entraînement, côtoiement des bonnes influences pour se développer, etc. Mais c'est des gens très résolus. Oui? Moi, il y a une expression que j'entends de plus en plus souvent, et je pense que ça vient aussi de la science, c'est pas dans mon code génétique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est pas dans mon code génétique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un petit peu pour faire du pouce sur la conférence, c'est je ne peux pas faire autrement puisque c'est pas... Ah, mon Dieu, OK, d'accord. C'est une expression que je trouve, on l'entend un petit peu plus souvent. C'est les plus jeunes qui la sortent. C'est pas dans mon code génétique. Wow. Et ça va, parce que ça demande beaucoup de volonté de faire ce que vous fournissez ce soir. Se choisir Oui. à chaque instant. Oui, une volonté qui est menée par des aspirations de oui. Mais ça va aussi à l'encontre du déterminisme, si on veut. Puis Oui, c'est quelque oui, chose qui oui. est quand même très présent. Puis ça m'a surpris de voir que les plus jeunes vont nous sortir ça de plus en plus. Ah oui, c'est pas dans mon code génétique. Ouais. On peut leur dire qu'ils ont raison, c'est pas dans le code génétique. Mais tout n'est pas dans le code génétique. Donc, Je vais parler comme le psychanalyste américain Hillman, James Hillman, il écrit un livre de Soul's Code, le code de l'âme, où c'est une autre programmation, c'est celle de ta vie psychique qui a besoin d'être. Ta raison d'être n'est pas déterminée par la génétique. parce qu'on est avec, moi je prends par exemple davantage les plus jeunes qui sont dans un monde pour eux autres, un monde qui n'est pas très, très valorisant, si on veut, ou, avec un espoir. Tu regardes, tu es toujours dans des guerres, tu es toujours... Ouais. En tout cas, moi, ça m'interpelle dans le sens qu'il faut OK. leur montrer que justement, tu peux, toi, changer quelque chose. Absolument. Si on ne peut pas leur transmettre ça. C'est drôle, vous me faites penser, je fais un voyage dans le temps. En 82, j'étais étudiant à l'université. J'étais collaborateur au journal étudiant de l'Université de Montréal, le Continuum. Puis c'est le même refrain. On disait, on est la génération sacrifiée. On disait ça de nous. Moi, je montais sur mes ergots et sur mes écrits pour protester dans le journal étudiant. Voyons donc, pourquoi accepter de se faire coiffer? Pourquoi s'auto-coiffer de ce titre mortifère, génération sacrifiée? 15 ans plus tard, c'était la génération No Future. Puis là, vous me dites, c'est pas dans mon code génétique. Mais c'est jamais. Les générations sacrifiées ont toujours été vues ou perçues comme ça. Il y a toujours des défis. Regardez, on dit maintenant les défis, la guerre, tout ça. Oui, mais à 82, Reagan est au pouvoir. Rappelez-vous les tensions internationales en 87-88, la crise des missiles Pershing. On pensait, là, puis l'autre, notre président d'à côté, Reagan, qui parlait de l'empire du mal, puis que la rhétorique montait. J'ai assisté des conférences de pacifistes ici à l'église Saint-Patrick un soir, puis la salle était bondée. On n'avait pas de la guerre nucléaire. On l'a oublié, ça, parce qu'un an après ça, le mur est tombé. Imaginez à ce moment-là les gens qui auraient dit « Mais le monde, il y aurait eu à ce moment-là de réelles craintes d'une guerre nucléaire. » Là, c'est d'autres types de guerres, ethniques, tribalisme, il revient et autres. Mais quelqu'un, je vais faire mon petit Victor Frankl, il n'y en a jamais de bonnes circonstances. Qu'est-ce que je crée comme circonstance? Expressionniste, qu'est-ce que je sors de moi pour créer dans le monde? Puis quand quelque chose m'arrive dessus que je n'ai pas choisi, qu'est-ce que je fais avec quand même? Moi, des fois, je pense... des fois, la culture peut nous donner un recul pour relativiser les choses. Dire, oui, mais... S'il y a une jeunesse, puis je ne veux pas n'a pas les repères culturels ou n'a pas été exposé à ça, c'est à nous de le transmettre, de dire, ben oui, mais attends, non.
Juste l'exemple que je vous donne. Moi, j'avais quoi, 22 ans de moins. Quand on voulait me décerner l'étiquette de génération sacrifiée, non, je refuse. Je refuse de porter le chapeau. Pourquoi me voir d'une façon si défaitiste? Je fais le jeu de qui à ce moment-là? Je vous prends pas à partie, hein? Je rebondis là-dessus. Donc, c'est pas dans mon code génétique. Ben non. Parce qu'on n'est pas que déterminant, on est déterminant. C'est ça que j'essaie de dire depuis le début de la soirée. On détermine des choses. Je vais pas m'échapper, puis je vais vous parler d'un cas vécu. Un aide que j'ai côtoyé pendant 12 ans, mon fils. Imaginez un enfant de 12 ans, presque 12 ans. Qui a eu des enfants ici? Bon, vous voyez un peu c'est quoi un enfant de 12 ans? 10 kilos. Jamais marché, couché. Un corps de biafrais, littéralement, les côtes sorties, une superbe tête, un enfant surdoué. Son livre de chevet, c'est L'État du monde. Il lisait ça à 11 ans. Puis il vous discute les systèmes politiques comparés. Bon, surdoué mentalement, physiquement, gravement handicapé. Des jambes, là, c'est comme des flageolets. Vraiment, il n'y a rien, là. Vous avez vu les enfants de biafrais, c'est comme ça. Aucun problème mental. Dans les derniers jours de sa vie, il allait faire une présentation à un colloque sur les soins palliatifs. Un animateur, un communicateur, je l'aidais à se préparer. On l'avait demandé qu'il fasse la communication d'ouverture aux congressistes. Puis ça a été enregistré sur vidéo par Sainte-Justine au cas où il tombe malade. Bon, il fait sa présentation. Je ne connaissais pas le contenu, il m'appelle. Il dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Ben écoute, moi je lui donne une structure, un cadre, mais je ne donne pas de contenu. Je dis, bon, tu te salues. Tu les salues? Bonjour. Tu te présentes. Michael Ducoming. Bon. C'est un congrès médical, donc tu parles de ta condition médicale. C'est évident. Mais tu n'es pas une maladie, tu es une personne. Tu parles de tes intérêts. Tu as des médecins, des infirmières. C'est le temps de passer un message. Profite-en. 6, ben, tu fais ta sortie, bon congrès, etc. Puis il a fait son texte. Ben, imaginez, il est couché, là. Il n'a jamais levé sa tête de sa vie. Hein. Il est couché. Il écrit un texte comme ça, là. Et sur une feuille mobile, papier ligné. Admirable. 2 pages. Il a mémorisé ça. Puis moi, me rendant à Sainte-Justine pour l'enregistrement au centre audiovisuel, je lui demande, il était couché, toujours couché. Je lui demande, veux-tu répéter? Veux-tu... Non, secret. Puis devant la caméra, je le tenais un peu comme un marionnettiste, un ventriloque tient sa marionnette. Il livre son truc. Il n'y avait rien dans son code génétique pour vivre, cet enfant-là. Il a fait 12 ans. Il devait mourir il y a 10 ans de ça. Il a fait 12 ans. Voyez-vous? Les sujets dont je vous parle, ça ne viennent pas de nulle part. Là. Ils sont inspirés d'expériences vécues parce que j'ai eu devant moi quelqu'un qui avait aucun apitoiement. Quand je lui ai préparé son truc, je disais au téléphone, je dis, tu peux leur dire, par exemple, quand je lui disais, tu parles de ta condition médicale, je dis, tu peux leur dire que tu souffres d'amyotrophie spinale. Là, il y a un silence au téléphone. Quoi? Je dis, tu peux leur dire que tu souffres d'amyotrophie spinale. Je ne souffre pas, je suis atteint. C'est ça. OK. Comprends-tu? C'est comme, OK. Si je vois un bonhomme comme ça, qui a été mon fils, qui a aucune limite mentale, il a fait un disque, écoute, il était sur un respirateur toutes ses nuits, puis il a réussi à faire un disque, un tour de chant à Notre-Dame de Paris. Un disque, là. Bon, il y a eu un hommage à l'Assemblée nationale au mois de mars l'an dernier, parce qu'il a rencontré Louise Arel, qui était esbaudi de voir un petit... Tu sais, l'air d'un bébé, puis il te parle de politique nationale, puis... Bon. Donc, il n'y a rien chez lui qui était généré par son corps physique. Il devait être mort, en fait. Donc, il y a autre chose qui existe, qui anime ce corps-là. Tous vos corps, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui fait que... J'ai connu l'être le plus déterminé physiquement que j'ai jamais connu. Et il y avait une volonté de vivre, un goût de vivre. Il n'y avait aucune limite. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est plus des mots, c'est un témoignage. Oui, il y a des déterminismes génétiques. Il y a des fois, il y a des journées, ça va mal. Des fois, on a des maladies. Des fois, on a des cancers. J'ai une amie française qui a fait des conférences. Elle avait eu un cancer. Elle disait, oui, mais le titre de sa conférence, c'est « J'ai un cancer. Il ne faudrait quand même pas en faire une maladie. »
voyez-vous? Ça marche. C'est pas de la pensée positive, genre cheerleader, rah-rah, on y va. C'est accentuer le positif. Sur quoi on va focaliser? Est-ce que Michael se focalise sur son handicap, puis là, on s'apitoie, ou il focalise sur son ardeur de vivre et ses forces? Ben, c'est ça, la réponse est là. Des fois, j'ai mené des campagnes après. Moi, j'ai été animateur de radio. Peut-être qu'il y en a qui ont connu les émissions de radio que j'ai faites, la Radio-Canada, bon, ou des chroniques. Puis pendant 2 ans, après que je sois sorti des ondes, je me suis occupé de structurer des campagnes de charité à Radio-Canada. J'étais comme président organisateur de Centraide pour eux. Puis là, quand j'entrais dans le bureau des patrons, là, j'avais une rencontre pour aller chercher des sous avec les grands patrons. Puis, il y avait toutes sortes de trucs pour avoir leur attention, parce que c'était une réunion de conception de la grille radio. Puis j'arrivais parce que le vice-président m'avait invité. Puis là, ben, je leur trouvais toutes sortes de trucs pour accrocher leur attention. Mais je disais, vous, en ce moment, puis là, je vous fais le même exercice avec vous, vous faites tous 2 choses que vous tenez pour acquis. Oh. Vous marchez, puis vous respirez. Rendez-vous la merveille des merveilles de pouvoir faire ça. En plus, maintenant, vous pouvez penser, vous pouvez agir. Alors, peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, peu importe. Qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant avec votre vie? Voyons donc, le reste, c'est rien. Que ce soit Victor Frankl ou Michael Leduc Cummings, en fait, c'est des exemples marquants. Je ne sais pas si j'ai répondu à quoi que ce soit. Peut-être que ça peut se... plus intéressant. Hein? Plus intéressant, c'est Oui. qui a sorti ce témoignage-là. Oui. Parce que c'est évident que ça sort Oui. de fait vécu. Ah, moi, ça m'a transfiguré. Qui va nous chercher absolument. Et j'ai jamais joué la carte de l'apitoiement avec lui. Son handicap n'a jamais été un handicap. C'était le fait qu'il pouvait mourir à tout moment. Ça, c'est super angoissant. Mais jamais joué la carte du handicap ou de l'apitoiement. Ce qui m'a aussi frappé dans le début de conférence, c'est justement ce fait-là, c'est de laisser tomber l'événement qui fait super. Mm-hmm. Dans le fond, parce qu'on a tendance à y revenir. Oui. Puis, ben là, c'est fini, il faut passer à autre chose. Oui. C'est ça. C'est dont je vous parle aussi quand je vous parle que le moment présent, là, je ne suis pas Eckhart Tolle, là, je ne suis pas un illuminé ni un éveillé, mais de vivre, d'avoir vécu une relation avec quelqu'un et d'être toujours proche de la marge vie-mort, pas dans une conscience dramatique, là. Oui, il y a des moments où ça a été dramatique, on ne se cache pas, c'est tragique, c'est extrêmement difficile, mais on ne s'apitoie pas là-dessus. Le bienfait de ça, c'est d'être hyper conscient que c'est dans le moment présent que ça se passe. La vie, c'est pas une répétition. Hein. C'est pas une pièce, là, puis on va dire, OK, là, je rendais à 50, de 40, puis là, à un moment donné, là, j'ai commencé à vivre. Non, c'est maintenant. Moi, c'est la seule intention créatrice que je vais absolument vous transmettre avant qu'on s'en aille. C'est ça. Saisissez le moment présent, il est là. C'est là votre pouvoir d'action. Vous avez la capacité de choisir autre chose, de vous changer. En avez-vous la résolution? Est-ce que c'est aussi vital que ce l'était pour Miro, pour Michael ou un Frankl, comprenez-vous? Oui, monsieur. J'ai bien compris. C'est que tout début du changement peut commencer par un silence, le fait de pouvoir imaginer quelque chose, une voie nouvelle. Ça commence par ce silence-là qui peut C'est une façon. sortir du cadre. Tout un éventail. Il n'y a pas une façon. Le silence, comment vous l'avez perçu, ça? Comment vous avez découvert? Arrêter de reproduire le même Ah, oui, OK. Une pause. Exact, une pause. Oui. C'est là qu'on s'observe. On se voit faire. Oh! Et là, mais qui regarde? Qui observe? Ça veut dire qu'on n'est pas nos actions, on n'est pas nos pensées. Quand on est dans un choix réactif, on est tellement immédiat à ce qui arrive qu'on n'a pas de distance. On est la réaction. On est la colère, on est la jalousie, le repliement sur soi. Mais quand on s'observe, une maudite bonne question, hein, qui observe? Donc, il y a un acteur qui n'est pas inconscient. Un gros mot, il est supraconscient.
La personnalité, c'est, quelqu'un disait, c'est ce qu'on a créé pour survivre à l'enfance. Ça, c'en est un fichu de bande de conditionnement. Madame parlait de l'énéagramme là, pendant la pause. Bon, la personnalité auquel on tient beaucoup, parce qu'on a l'impression que c'est notre identité, dans des voies spirituelles, on se rend compte que c'est un outil de travail. Mais si vous... Moi, je ne suis pas un croyant, je suis un mécréant, un mauvais croyant. Mais si vous prenez l'hypothèse qu'il y a un principe autre qui anima, âme, votre existence, elle commence à se percevoir, j'ai beaucoup de lapsus ce soir, à se percevoir quand vous observez vos automatismes, donc vous n'êtes plus vos automatismes. Qu'est-ce qui observe? C'est une conscience indépendante de la personnalité. Est-ce que c'est trop abstrait? C'est très concret, ça, hein, quand vous le faites. Vous regardez, mais qui regarde? C'est plus Richard Cummings, c'est quelque chose qui regarde Richard Cummings agir automatiquement. Est-ce que je suis dans la bonne foulée de ce que vous disiez? Ça commence par un silence. Oui, un délai de réponse. Des fois, dans ce silence-là, il y a... On sent qu'il y a une autre conscience qui regarde. Je pense que le goût de faire une autre confidence, pourquoi pas, il n'y a pas de répétition, peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Est-ce que je peux? À 12 ans, j'ai vécu une expérience au seuil de la mort. Connaissez-vous ces trucs-là? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Des gens qui, à l'approche de la mort, vivent toutes sortes de... Raymond Maudier en avait parlé, là. Bon, tu sors de ton corps physique, puis bon. J'ai pas vécu le son et lumière complet, moi, c'était juste les premières étapes. Mais les circonstances, c'était dans une colonie de vacances, le camp Grasset à Morin Heights. Et chaque été, le camp était travesti selon un thème, donc Astérix, Obélix une année, Cowboy indien l'année en question. Alors, ça veut dire que dans le sous-bois, ils avaient aménagé, je sais pas moi, la salle de jeu, c'était comme je cherchais mes mots, là, mais un bar. Donc, tu prenais des Kool-Aid de plusieurs couleurs. Ça, c'était le gin, ça, c'était le scotch, c'était du Kool-Aid. Puis près de l'église, près de la chapelle, ils avaient mis un eau coulant avec une corde de bateau comme ça, là. Puis un midi, je me sauve la corvée de vaisselle, puis je m'en vais jouer dehors, tout seul. Il y avait 2 gamins qui jouaient avec une chaise de bois, là. Que le dossier était cassé, mais ils avaient joué avec un pied de biche, là. Vous savez, là, pour ouvrir des boîtes de bois, là. Barre à clous. Merci. J'ai sûrement eu l'intention de crier. Je criais. Rien sortait probablement. J'entendais pas plus. J'ai juste vu quelqu'un traverser le stationnement au loin, puis il n'y avait personne. Tout le monde faisait la vaisselle. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'affaires dehors. Il était on appelle ça le réfectoire. Je vois quelqu'un traverser le champ visuel, c'est-à-dire le stationnement au loin. Je crie. Et quand cette personne-là disparaît de mon champ de vision, intérieurement, ça fait comme un snap. OK, tu meurs. 2 consciences qui sont... C'est-à-dire, il y a le corps, il y a Richard, 12 ans, qui se débat, qui meurt, qui est pendu. Puis là, il y a une autre conscience qui apparaît. Il y a une dualité, autrement dit, qui se passe. Là, c'est du jargon d'un gars de 46 ans qui parle. Sur le moment, là, c'est juste vécu. Mais je peux faire un arrêt sur image, puis tout revivre. C'est très présent. Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur voit un corps en détresse, quelqu'un qui... Je vais être complètement enrougé, empourpré, parce que j'ai plus de circulation, tout là. OK? Panique, l'animal veut survivre. Mais il y a quelque chose qui a dit, ça observe, ça regarde. Cette chose-là regardait. C'est le témoin. Je fais le lien avec ce que vous disiez, là. Il y a quelque chose qui a observé ma mort. Puis il n'y avait aucune dramatisation, aucune peur, aucune souffrance. Un début de décorporation, j'ai senti comme ça montait le long de la colonne, puis ça montait là. J'ai senti que la partie consciente, observatrice, témoin, se commençait. Et là, il y avait quelqu'un qui dormait dans le sous-bois, dans une tente, qui a dû m'entendre faire des borborings, puis qui m'a accroché les jambes, me lever. Puis après ça, je me suis évanoui. Bon. On peut projeter des tas de sens sur ça. Pourquoi il a fait ça? C'est-tu un acte inconscient de se suicider? Conscient, non. Inconscient, je ne sais pas. Whatever. 21 ans plus tard, j'ai Michael comme enfant. Je l'ai accompagné plusieurs fois dans des détresses respiratoires, pas étranglé.
Et j'ai compris que l'expérience que j'ai vécue à 12 ans m'avait donné une référence pour savoir que parfois, quand je le regardais, c'était épouvantable. Pas beau, là, des traces aspiratoires. Faites-vous pas des belles histoires New Age, là, c'est pas beau. Une détresse respiratoire, c'est suprêmement angoissant. Et, bon, c'est la vie qui s'en va, c'est le souffle. Mais je devais m'imaginer que la conscience que moi, j'avais vécue existait aussi. Et pourquoi elle existerait pour moi et pas pour un autre? Comprenez-vous l'analogie que je veux faire? D'un côté, je suis pendu, je meurs, c'est épouvantable. Et comment ça se fait qu'il y a quelque chose en dedans qui observe, qui n'a pas peur? Je le sais ça. Qu'il n'y a pas de souffrance. Et pourtant, je ne vous ferai pas un test d'aller vous étrangler, de savoir que c'est surtout par le « hein », ça fait mal. Mais j'avais aucune souffrance. Puis il y avait une conscience, on va dire, impersonnelle, qui regardait ça. Puis c'était comme très bien comme ça. Alors moi, j'ai dû m'imaginer quand il est mort, j'étais à côté de lui, que c'est la même chose. Le spectacle extérieur est vraiment pas beau. Par contre, comment se fait-il qu'à ce moment-là, j'étais complètement calme, pas déconnecté de mes émotions, complètement calme et un présent qui englobait toute la salle d'urgence. J'étais là en train de calmer une anesthésiste, je lui disais quoi faire, J'étais hyper présent. J'ai compris ça juste quelques jours après son décès. Bien, Vous étiez préparé. ce que je vois, les apparences nous trompent. Ce que j'ai senti ce que j'ai senti était exactement du même niveau que ce que j'ai senti à 12 ans. Pas de peur, pas de souffrance. C'est mon fils, c'est ma plus belle histoire d'amour depuis 12 ans partait. Mais j'avais pas peur. J'étais pas comme à côté de mes pompes. J'étais dans un autre état de conscience qui est le même que j'ai vécu à 12 ans, étant pendu. Voyez-vous? Une grosse pirouette pour dire que oui, des fois, ça commence par un silence, puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un observateur qui regarde. Ah! Qui regarde. Qui regarde? Il y a des livres qui ont été écrits comme ça. Qui meurt? Puis il y a quelque chose qui meurt, là. Puis je ne suis pas un adepte de dire si le corps, c'est juste un véhicule. Bullshit. Le corps, c'est une partie de l'âme qui meurt, en fait. Le corps, c'est la création artistique de l'âme dans un corps. Donc, on a de quoi pleurer, on a de quoi pleurer. Parce que c'est sa sculpture vivante. C'est pas pour rien, quand on voit un mort d'une personne qu'on a connue, on se rend compte qu'elle est déshabitée, cette personne-là. Il y a comme quelque chose qui ressemble à la personne qu'on a connue, mais c'est un corps désanimé, déshabité. C'est une preuve par la négative, si vous voulez, de l'existence de l'âme, pour moi, là, moi le mécréant, qu'il y a quelque chose qui animait ce corps-là. D'ailleurs, physiquement et médicalement, il n'y avait aucune raison pourquoi il était en vie. Rien. C'était un miracle perpétuel. Ça veut dire que sa génératrice d'énergie n'était pas générée par le corps, ni son code génétique. Du tout. J'allais vous dire, le thème de votre conférence, les petits gestes, c'est pas en même temps le moment présent, c'est un peu ça. Petit geste, moment présent, c'est très, très relié. De quelle façon vous voyez ça? La façon dont Oui. le petit geste, Oui. le petit geste que Oui. vous avez fait autour de vous, c'est ça qui fait prendre conscience Ouais. que là, ça se passe là. Oui. Ah oui. C'est une autre façon de dire. Oui, oui. C'est une autre façon de dire que le petit geste, c'est Oui. le moment présent. Qu'on fait une différence. On fait une différence dans la vie de tous les gens. Peut-être que ça peut rejoindre un début de réponse de monsieur. Comment ça se fait que les gens ont une masse ou une autorité de référence? Bien, on peut augmenter sa masse critique gravitationnelle, sa masse d'influence, en étant conscient de l'impact que l'on a. Par nos gestes, nos sourires, l'intonation, la façon de marcher, la façon d'être au monde. Sortez d'un matin de chez vous, puis imaginez-vous que vous êtes un créateur, puis tout ce que vous voyez dans le théâtre de la réalité, vous êtes un acteur central. Vous n'allez pas vous comporter avec la même prestance que si vous avez un rôle secondaire. L'acteur, là, sur une scène de théâtre, à qui on a donné le premier rôle, il met un vêtement, il prend une posture, il habite son personnage.
Puis s'il y a un deuxième rôle, il doit être un peu plus je sais pas moi, une pièce de théâtre classique, un valet. Bon. Il faut qu'il prenne la démarche, la posture d'un valet. Voyez-vous? Comment vous vous positionnez dans la vie? Personne d'autre peut le faire sinon vous. Il n'y a pas d'autre penseur dans votre tête que vous, en fait. Quelle pensée vous allez choisir? Les pensées sont des causes. Les choix sont des créations. Est-ce qu'il y a des nouvelles pensées ou c'est juste des répétitions? Exact. Docteur Deepak Chopra, que tu connais, un médecin américain là, qui a remis à jour la médecine traditionnelle de l'Inde, l'Ayurveda, mais qui a aussi écrit beaucoup de livres sur... On estime, selon lui, à 60 000 pensées par jour qu'on a. Le problème, c'est que 97 % de ces pensées minimum, sinon c'est 99, sont les mêmes le lendemain matin. Penser de façon originale, hors du cadre et de façon nouvelle, ça demande... On répète constamment. Oui. les mêmes pensées. Il y a beaucoup de répétitions. Mais la façon de changer, il y a du bon, par exemple, dans la psychopop, quand elle parle de créer des affirmations. Il y a du bon là-dedans, dans la mesure où on tient compte de la réalité. Mais si je veux initier un changement, il ne vient pas de l'extérieur. C'est moi le générateur de changement dans ma vie. Les gens qui font bouger les choses sont des gens qui se rendent compte qu'ils arrêtent d'attendre. C'est eux qui initient. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est moi qui crée l'extérieur que je vis. Ne serait-ce que par l'interprétation de la vie que je me donne. Mais là, c'est effectivement tout un autre champ. Comment créer sa réalité? Comment la co-créer avec les autres? Regarde, je disais tout à l'heure au début, tout le monde, on se voit comme des résultats, des êtres déterminés, génétiquement programmés, etc. La nouvelle mode, c'est génétique. Maintenant, c'est au tout génétique. Et même en tout cas, même l'idiotie serait transmise génétiquement. L'alcoolisme aussi, etc. C'est la belle excuse, la belle excuse. Voyons donc. Oui, il y a des déterministes, bon Dieu que je les connais, je les ai vus, mais ils ne sont pas ultimement déterminants, non. Non. Supposez qu'on a 20 à 25 % génétique. Le reste, c'est tout nous qui le créons. Oui. Puis même la génétique, ça donne des conditions de base. C'est comme un alphabet. Qu'est-ce que vous allez écrire avec votre alphabet génétique? C'est ça, la génétique. Hein? C'est un alphabet. C'est pas un code qui programme au sens logiciel d'un... C'est pour ça, c'est vraiment, là, sapristi, je voudrais le communiquer, cette affaire-là. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le développez. J'ai passé ma vie à essayer de faire marcher Miguel, j'aurais perdu mon temps, il ne peut pas marcher. Pas les muscles, pas les jambes, il y a une atrophie dégénérative. C'est quoi son point fort? Ma promesse, c'était qu'il ne sera jamais handicapé du langage. À 2 ans, il faisait des phrases complètes et complexes. Voyez-vous? On peut se transposer pour vos vies, en fait. C'est quoi vos forces? Tablez là-dessus. C'est une perte de temps, et c'est même dégénératif, littéralement, psychiquement, d'essayer de corriger ses faiblesses. Les faiblesses sont corrigées dans la mesure où les fondations, vos fondements sont solides. Votre maison intérieure est solide, bien là, tu peux toujours corriger un petit peu. Mais les mouvements thérapeutiques, c'est qu'on est toujours en train de faire des réparations. Ce qui fait que quand la maladie surgit, il y a un terrain pour solide, pas la combattre, la comprendre, la traiter, comme on traite une information. Voyez-vous? Non? Cultivez vos forces. C'est ça qui va vous rendre fort et original, et c'est ça qui est... C'est comme la parabole des talents dans notre culture, les évangiles. La parabole des talents. Fais fructifier tes talents. Les talents dans cette parabole d'évangile, ce n'est pas des talents au sens de don, mais des pièces d'argent de l'époque. Fais fructifier tes talents. Cultiver ses forces, c'est de l'intérêt composé. J'ose le dire, c'est une loi métaphysique, je pense, que j'utilise depuis des années, et elle me réussit bien, puis elle réussit à beaucoup de monde. Ce sur quoi on se concentre se développe, augmente. Concentrer sur ses forces.
Dans tout d'ailleurs, vous avez mal ou vous faites mal quelque part, bien là, si vous vous concentrez sur la douleur, elle va augmenter. Vous faites une injection à un enfant ou une prise de sang, bien, vous faites une diversion nerveuse, vous le pincez sur l'autre bas, il ne va rien sentir. Son attention va aller ailleurs. Mais ça, c'est une autre conférence, genre. Attention plus intention égale création. Je pense qu'il nous reste 1 minute sur ta bobine. Moi, j'ai encore 10 minutes sur ma bobine à moi. Y a-t-il d'autres questions ou des réactions? Ou... Des fois, là, j'ai animé des choses pour des gens d'affaires, la chambre de commerce, puis on n'ose pas poser des questions qui ont de l'air idiotes. Allez-y. Parce qu'une question qui a de l'air idiote, ça veut dire que ça peut créer quelque chose. L'enfant n'a pas peur de poser des questions idiotes. C'est pour ça qu'il apprend aussi, il se développe. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou que c'est le moment, là. Oui? Est-ce que l'alcoolisme est une maladie? Je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas une autorité médicale. Certains la traitent comme une maladie. Maladie incurable. Je ne sais pas. C'est hors de ma compétence. Vraiment, j'en ai aucune expérience de proche ou de loin. Je peux te citer un auteur, par contre, qui est Gary Zukav, dont j'ai utilisé certaines sources, qui, lui, raconte que le problème des addictions, addiction en anglais, là, des assuétudes, par bon français, le problème des addictions est relié à une question de pouvoir, en fait. C'est qu'on a l'impression que l'habitude est plus forte que nous, et il y a moyen de les vaincre, il y en a qui le font, par des démarches de volonté ou des démarches spirituelles. Hein, les mouvements des alcooliques anonymes, c'est ça. On recadre le problème d'alcoolisme dans un autre contexte, c'est celui spirituel. Mais si je ne peux pas répondre au-delà de ça, je cite des sources extérieures. Bien, merci à vous. Puis je vous laisse avec 3 questions. Quel moi vous allez créer, quelle vie vous allez vivre et dans quel monde voulez-vous vivre? À vous de jouer. Merci de votre attention. Merci.